Midi à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum en ce lundi. Nous sommes le 28 février. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Et c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité que nous allons décortiquer ensemble et avec vous et avec nos débatteurs. Avec aujourd'hui autour de cette table, Monsieur Ali, directeur commercial. Comment ça va, mon Ali ? Ben, plutôt bien. Plutôt bien, ça va ? Dans le contexte actuel, ouais, plutôt bien. Hein. T'es prêt à mettre tes bottes, non ? Oui, Oui, bien sûr, d'accord, j'ai mis très l'homme devant la télévision. En plus, Ah oui, devant formidable. la télévision. Le fondateur du MDC, Monsieur Gamal Abina, comment ça va, mon Gamal ? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Oui. On dit bon week-end, très long week-end pour moi, mais bon. Oui, dis donc, t'as fait un marathon médiatique là. Hein. Ah oui, c'était très très compliqué. Il a fallu que je saute d'une télé à l'autre quasiment, d'une radio à l'autre, c'est très très dur. Et tu vas partout en plus. Oui, bah oui, je me gêne pas, je vais dans les extrêmes. Je vais sur Al 24, ils ont apprécié ma presta, puis après j'étais chez Canal 22, donc c'est une chaîne d'opposition qui a été faite par. Oui, par un agent du. Oui, d'accord, ok. Ouais, bah, en tous les cas de figure, on a eu un débat intéressant. Hein. C'est toujours bien de discuter avec tout le monde de toute façon. Et puis à l'arrivée, évidemment, toujours Afrique Média qui est censuré aujourd'hui d'ailleurs. Ah bon ? Oui, ils ont commencé la censure parce qu'ils sont pro-russes, donc autant dire que voilà, ça passe pas du tout. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui, alors effectivement, dans les médias, on en parlera tout à l'heure parce que ça va faire l'objet de débats. Hein. Ah oui. Dans les médias français, on n'a quand même pas, franchement, une certaine retenue ou un certain niveau d'analyse. Je dirais même d'ailleurs que certains qui se sont révélés comme étant des experts du Covid-19 sont les mêmes qui viennent dans les petits écrans pour devenir experts de l'Ukraine, la Russie, peut-être des pays dont ils ne connaissaient même pas leur placement sur la carte il y a une semaine. Enfin voilà un petit peu le niveau de l'espace médiatique en France. Voici le programme de cette émission, mesdames, messieurs, pour ce lundi. On va parler évidemment de l'Ukraine et le débat justement autour de cette affaire, de cette crise, de cette guerre, de cette invasion, appelez-la comme vous voulez. Jusqu'où ça peut aller, on verra, on en parlera ensemble bien entendu. Et puis ça y est, pas les masques. La France fait tomber le masque dans certains endroits, à l'image des restaurants, du cinéma. Aujourd'hui, le Covid-19, on n'en parle plus du tout dans les médias. Et pourtant, il est toujours là. Il existe toujours. Et je salue d'ailleurs Faiza Ben Mohamed qui vient à l'instant de sortir, sort de ce Covid qui a été vraiment très, très, très dur pour elle. Ça l'a attrapé pour la deuxième fois. Je peux vous dire que là, elle a morflé sévère. Aïe. Donc, elle va beaucoup mieux, rassurez-vous. Okay, merci. Et on la salue, en tout cas, notre Faiza nationale. Donc, après les masques, qu'est-ce qu'on fait ? Le pass vaccinal, on le met à la poubelle ou pas ? On continue ? On en reparlera évidemment. Bien invité tout à l'heure. Et moi, j'aime bien ce genre d'initiative et je suis sûr que ça va faire plaisir aussi à nos débatteurs. C'est Kautar Ben Mohamed qui sera avec nous, le président de Marseille en colère, qui sera avec nous pour nous parler d'une après-midi citoyenneté et engagement qu'elle organise au Vieux-Port à Marseille ce mercredi. L'objectif, c'est d'inciter les jeunes en particulier à s'inscrire sur les listes électorales. Elle nous le dira tout à l'heure, elle ne supporte plus que pour certaines élections, on a eu jusqu'à 88% d'abstention dans certains quartiers de Marseille. C'est plus possible pour Kautar Ben Mohamed. Elle sera avec nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là ? Ah, Sabrina va tuer. L'anti-Macron jusqu'au bout. Quoi ? Macron fait mettre le masque, elle le porte pas, et quand il faut le retirer, elle le porte. Chapeau. On félicite. Sabrina, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, Sabrina. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour ma Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Bon, enlève-moi ça tout de suite, ça va pas, non, pas les masques. Oui. Ça y est, c'est fini là, c'est terminé. Comment ? Allez, c'est t'as parti raison. pour le LGF sur France Maghreb 2 et sans masque. D'ailleurs, on n'a jamais eu de masque dans le studio, je vous le dis. Merci à tous en ce lundi 28 février. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. Bonjour Sabrina Nouri. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bon, pourquoi t'as mis ce masque là ? Raconte-nous qu'est-ce qui se Non, passe. mais écoute, je crois que je suis cas contact, mais c'est pas Ah, sûr. quoi ? Ah ouais ? Ouais, donc je préfère mettre. Salut. Voilà, ils vont. Voilà, Ça fait plaisir. je vais Ouais, pouvoir allez. respirer là, c'est bon. Tu peux. Voilà, Tiens, c'est un ça. truc devant toi. Tu es cas contact d'un cas contact qui a fait cas contact. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais, bon, de toute façon, ouais, on n'arrête plus, ça suffit Allez, maintenant. Non, mais- Voilà. Il y a d'autres sujets plus importants. Oui, je ouais. crois aussi, mais je Ouais, crois. c'est bien. On va en parler d'ailleurs tout au long de cette émission. Et amis auditrices, auditeurs, vous êtes évidemment les bienvenus pour débattre avec nous, échanger sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000. Tout cela dans la bienveillance, voilà, en toute tranquillité.
dans cette émission qui est la vôtre, le LGF, qui commence par le quiz. Le quiz. Gamal s'est soudainement éloigné de Sabrina. Un petit peu. Un petit peu. Comment ça se fait? Un peu lâche. Ah ouais, un peu lâche. Ouais. Allez, c'est parti pour mes petites questions, messieurs, dames. La première, la voici. Indépendance de quel pays africain on est en 1922, un 28 février? Libéria? Non. Angola? Non. Afrique du Sud? Non, cherchez plus dans le nord de l'Afrique. Hein. Égypte. Égypte, bonne réponse, Sabrina. C'est moi. Hein. Ouais, c'est toi, bien sûr, c'est évidemment. toi. C'est toi, et même si c'était pas toi, c'était toi quand Ah, même. c'est Voilà, Voilà. aujourd'hui J'ai dit c'est moi c'est qui elle. gagne. Aujourd'hui, Allez, j'ai qui a décidé- contact, elle gagne. Moi, je dis. Voilà, C'est moi. c'est ça. Deuxième question. La France a fermé son espace aérien avec quel pays? Ah, Russie. Russie, non? Russie. Sabrina. Non, mais c'est Non. moi. Non, c'est pas toi là. Mais si. Arrête. Non, Mais si. Allez, qui a contact, c'est c'était elle. Gamal. si, c'est C'est moi. Gamal. Non, c'est Gamal, je l'ai eu. Alors, effectivement, la France, mais pas que la France d'ailleurs, quasiment toute la partie européenne a fermé son espace aérien aux avions et aux compagnies russes. Les Russes d'ailleurs viennent d'en faire d'eux-mêmes. Ce qui est Voilà, normal. ils ont fermé, ce qui est normal, réciprocité évidemment. Un point pour Gamal, un point pour Sabrina. 1946, troisième question, premier numéro de quel journal sportif? L'équipe. L'équipe, bonne réponse. Est-ce que tu le sais à quel journal il a succédé? C'est pas l'auto-vélo, je sais pas quoi. Oui, bonne réponse. C'est 2 points. Bravo Sabrina. C'est Non, ça deux sera un point. D'où est-il ça, T'emballes pas, l'autre? t'inquiète Ah pas. bah le sport, ça va. 1946, 2-1 pour Sabrina. Elle est en forme, attention. Ah, ouais, c'est clair. Quel ancien membre des LR et aujourd'hui président de région a annoncé, Renaud Muselier. oui, Oh. dans une interview dans le C'est vrai. JDD, qu'il soutiendrait le président de la République, Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron. La classe. Renaud Muselier. Ouais. Bonne réponse de notre Grande ami surprise. Ali. Quoi? C'était une grande surprise. Ah oui, Ah c'est ouais. clair. Oui, c'est clair. Un petit point pour Ali. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné à la perpétuité en 1987 quel chef Klaus des Barbie. fractions Ah, armées révolutionnaires? Ah oui, ça y est, c'est Libanais. Georges Ibrahim Abdallah. Oui, Ah ouais. Georges Ibrahim Abdallah qui Toujours reste pas d'ailleurs relâché. à Bravo. ce jour en Bravo, prison. bravo. Euh, Le plus vieux prisonnier politique au monde. C'est ça, incroyable. Georges Ibrahim Abdallah. D'ailleurs, il avait, je crois, Macron découvert son nom lors d'un déplacement en Tunisie, où lors de la campagne, des Tunisiens avaient crié libérez Georges Ibrahim Abdallah, et puis Macron se sentait un peu gêné, il ne savait pas qui c'était en fait. Ouais. Et donc des conseillers sont venus lui dire un petit peu qui il était. Faut quand même rappeler un truc, hein. Ouais. Non seulement c'est le plus vieux prisonnier politique au monde, mais en plus, et c'est le plus important, c'est en contravention de toutes les lois françaises. Peine de sûreté étant 22 ans, ça fait très longtemps qu'il aurait dû sortir. Ouais. En tout cas, bon point de notre ami Ali, ça nous fait 2 pour Ali, 2 pour Sabrina et 1 point pour Abina. 6ème question. Le Sénat a noté sévèrement le bilan de quel ministre? Véran? Non. Non. Macron? Je déconne. Non, il n'est pas ministre. Non, Macron. je suis bien, presque. Ça- Là, cette année, là Oui, Ah absolument. oui, Castex. Réforme mal accompagnée. Jean Castex? Non. On va tous les économie faire des alors. finances. Ah oui, non, c'est pas C'est une femme, je crois. Sentiment de naviguer à vue. Non, c'est pas une femme. C'est un homme. Oui. Non, non, comment il s'appelle déjà? Édouard Philippe. Darmanin. Non. Non. Ah bon? Ils sont tous mauvais, écoute. Il y a un concours là. Franchement. Pas le logement. Très mauvaise réforme. Ah oui, c'est peut-être le ministre de la Justice, non? Ah, Isabelle. Non, ce n'est pas le ministre de la Justice. Dommage. Éric Bruno Dupond-Moretti. Le Maire. Ce n'est pas Bruno Le Maire. L'écologie? C'est pas l'agriculture. Non, comment ça s'appelle réforme mal accompagnée, sentiment de naviguer à vue. Voilà ce qui ressort de cette Ah, notation. ministre de l'hôpital. Non, non, Blanquer. Blanquer Ah est oui, une bonne oh là réponse. là, Blanquer. oui. Oh. putain. Je suis remonté. Égalité parfaite. Blanquer, bah oui. Attention, tout va se jouer sur cette question. Ouais, ils avaient dit ça, ouais. S'il vous plaît. Il est 16h11, l'heure est grave. Who's gonna win? Tout le monde est à égalité. 7ème question. Je cherche à présent un écrivain, auteur dramatique et cinéaste français, élu à l'Académie française, né en 1895. Ah, c'est Jean Cocteau. Non, monsieur. Pas de chance. Alors, Dramaturge. Dramaturge. Ouais. cinéaste, tu m'as dit. Cinéaste. Écrivain. Pagnol. Pagnol Oh. est une excellente Ouais, réponse. ouais. Victoire Bravo. de notre ami Oh. Ali. Superbe.
Marcel Pagnol, la gloire de mon père, le château de ta mère. Christophe Dimanche, calme-toi. Et tout ce qui va avec, évidemment. C'est un très bon film, ça, le château de Manon des Sources. Manon des Sources, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait, quoi? Star Wars, 1 et 2. Voilà, il y avait plein de trucs. Star Wars, évidemment. Bien sûr. C'est des livres. C'est des vrais livres. Hein. Si Ah on veut s'emmerder, on les lit. Hein. Ça régale. Oh non, il faut être honnête, quand même. Ah, moi, ça me. Il aime pas la culture, ce mec. Si, la culture, mais pas n'importe quelle. Daniel Auteuil. Oui, non, c'est vrai. Quelle horreur. Bon, Sabrina, Oui. comment il va, Jean-Luc? Bien, écoute, il est à la Réunion. Oui, il vient toujours pas sur France Maghreb 2, ça va pas du tout, ça. Ah, il faut l'appeler. Hein. Là, il faut le contacter. Faut qu'il ait voir les frelons. On le contacte, Sabrina, ça va pas du tout, ça. Ouais. Et le contact, c'est toi, hein, je voudrais pas dire. Mais... Je rappelle, mesdames, messieurs, que le seul candidat qui a accepté de répondre à mes questions s'appelle Yannick Jadot. Ouais, effectivement, c'est pas le meilleur candidat. Ah bah peut-être, mais c'est pas vrai, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a Anas Kazib aussi, je suis désolé. Non, Anas Kazib, ça y est, il a déjà répondu, lui. Oui, donc il a déjà répondu à la question. Absolument. Donc c'est le deuxième. Les candidats toujours. Je sais pas si 130 candidat. Toujours, mais 130 signatures. Ouais, ça va être compliqué. Encore quelques jours. Ouais, c'est ça. Vendredi, ça y est, mais bon, vous, ça y est, c'est soulagement du côté de la FI, là. Oui, ça y est, c'est fini. Par contre, il faudrait dire mettre un peu de couleur. Il faut mettre un petit peu de couleur sur les candidats, parce qu'on ne voit pas beaucoup les couleurs, par toi. C'est-à-dire je vois que des blancs, la tête de la FI, je suis désolé de le dire. Ah bah oui. Alors attention, première attaque. À part Obono, il n'y a rien. Bah attends, t'as Daniel Obono. Une. T'as Leïla Chaibi. Ah ouais? Elle est où? On la voit jamais. Bah écoute, elle est là, elle est quand même députée européenne. Oui, donc elle n'est pas là, elle est européenne, elle a dit. Je parle ici en France. Oui, elle est en France quand même. Elle a fait une réunion publique cette semaine en plus, dans le 14e à Paris. En réalité, je suis en train de faire un appel du pied, il faudra peut-être que tu commences à monter. Quoi. Ah. Peut-être voir ce que je veux dire. Oui, Sabrina, c'est bon, c'est dur, hein, c'est vrai, c'est compliqué. Ah, c'est un monde difficile. On est en pleine campagne. Faut essayer d'exprimer ses idées. C'est pas simple. Hein, Est-ce que quelqu'un peut dire à Jadot de se calmer là, parce qu'il appelle vraiment la France à armer les Ukrainiens. Mais qu'il y aille en fait. Non, mais je suis assez. Qui a dit ça? Yannick Jadot. On est sûr qu'il est vert celui-là? Non mais là je suis très inquiet. Non mais là ça y est, il a montré son vrai visage, Christophe. D'Europe Écologie Les Verts, etc. Il a montré son vrai visage. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce discours débile? Moi je suis absolument pas étonnée, ni surprise, ni quoi que ce soit par ce... Non mais il a pas honte de dire ça, il est à gauche en plus. Non, il n'est pas jamais été à gauche. Non mais il est censé être à gauche sur l'échiquier politique. Mais non. Je rappelle quand même qu'il est en train de parler d'armer des gens dont certains sont des nazis et néo-nazis. Oui, mais qu'il y aille en fait. Calmez-vous, j'ai pas envie qu'on passe pour des pro-russes, on va fermer ça. Non, pas pour russes, c'est subjectif. Je suis dans le Donbass, c'est les néo-nazis. C'est dangereux en ce moment, faites bien. Non mais nous on dit quoi? Nous on dit la paix et on dit cesser le feu. On dit pas envoyer des armes. À un moment donné, il faut être cohérent avec la politique internationale. Et ça date pas d'hier quand même, hein, les gens. Hein. Ça date de bien plus longtemps. Vous avez vu la sortie de Zemmour ce matin? Mais il en fait tous les jours. Il a dit « Je ne souhaite pas que la France accueille des réfugiés ukrainiens. » Ah bah il peut pas faire autrement. Ce serait quand même compliqué pour lui. Hein. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « Je suis le seul candidat qui refuse d'accueillir des on traduit réfugiés. Tout de même, traduisons tout de même, hein, parce que Zemmour est un petit vicieux. Alors Monsieur Z nous dit ça, pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement que la Russie n'a pas rasé le territoire, contrairement à ce qui s'est passé en Syrie, ou encore même dans un territoire du sud de la Russie, la Tchétchénie, où il a été détruit à 90%. En Ukraine, tous les immeubles sont en état. Les réfugiés sortent, ils vont être 200 000, et ils vont revenir aussi vite une fois que la paix sera signée. Donc il prend pas de risque là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. C'est vrai que là, on a l'impression que la campagne a été stoppée là. On parle de plus rien, aucun problème en France, plus de Covid, plus de problème de chômage, le litre du gasoil qui continue de monter, mais tout le monde, voilà. Plus de voile. Plus de voile. Ah, ça fait du bien par contre. Ouais. On a raté une polémique. Non, sur le voile, on a raté une super polémique. Quoi? Adidas a fait une magnifique pub avec une femme voilée. Ça va pas tarder. C'est passé à la trappe. Ça va pas tarder, Attrape. ça va revenir. Justement, c'est Attrape. Christophe, calme-toi. On est plus dimanche. Oui. Et les jabeuses ont gagné d'ailleurs. Je sais pas si elles ont gagné. Elles ont obtenu satisfaction, les jabeuses. Oui, parce qu'ils s'occupent pas d'elles en ce moment. Oui, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire ça. Non, il n'a pas été accepté. Non, il n'a pas été accepté. Non, ça a été. Il n'a pas été accepté. Non, mais tant mieux, c'est bien. D'un point de vue juridique. J'ai appelé à ce qu'on les soutienne. Mais d'un côté, on peut quand même trouver ça un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on a quand même une élection qui va arriver, qui se pointe. Et c'est vrai qu'on va quand même élire un président pour 5 ans. Si elle a lieu l'élection. Oui, elle aura lieu, pas de problème. Si on factorise la campagne pendant des mois, pendant quasiment encore quelques semaines, c'est vrai que 41 jours, déjà qu'avant on n'avait pas de message audible sur la partie programme, là à mon avis on va être dans un espèce de néant total. Hein.
Ouais. Après les programmes, tout le monde s'en fout. En plus, tu vas nous annoncer que Macron annule le 5 mars, c'est ça ? Annule son meeting du 5 mars. C'est un chef de guerre aujourd'hui. Il fait pas la guerre, mais il est chef de guerre. Mais il a tout intérêt d'ailleurs. Ouais, franchement, vous seriez. Oui, non, bien sûr. Pareil. Par contre, c'est normal, mais je vous donne un petit chiffre. Enfin, c'est normal. On va en discuter tout à l'heure. 3000 morts par jour aux États-Unis à cause du Covid. Il faut quand même se rappeler ça. 3000 morts par jour. Ah oui ? En ce moment-là ? En ce moment. Ils ont fait exactement le même score que l'année dernière. C'est une catastrophe. Ce pays ultra-libéral est une horreur. Parce que les gens n'ont pas accès aux soins, aux vaccins et tout le reste. Donc voilà ce que ça donne les États-Unis. 3000 morts par jour. Ils sont à presque 1 million de morts. Ils sont à 875 000 morts. Tiens, on écoutera dans le zapping le retour de Trump alors qu'il vient en moqueur. Il se moque littéralement de la gestion de la crise en Ukraine de Joe Biden. Sleepy Joe, il l'appelait. Ouais, en tout cas, Trump, là, il est chaud patate. Il est bouillant, il est prêt à revenir, tout ça. Bon, reste avec nous sur France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri. Avec Ali, avec Gamal Abina qui sont avec nous, le zapping dans un instant. Et on recevra, je le rappelle tout à l'heure à 17h, Madame Kauter Ben Mohamed, que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas intérêt d'être méchant avec elle. Hein. Non, jamais. Ah, je vous le dis. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, Kauter. Moi, je connais pas. Et en plus, ça fait un truc extraordinaire. Elle organise une après-midi citoyenneté engagement au Vieux-Port. L'objectif, c'est inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Il vous reste d'ailleurs jusque vendredi, on le rappelle, hein, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont changé d'adresse, vous avez jusque vendredi pour vous inscrire et pour pouvoir voter. Ça approche, un grand pas même. Hein, demain, on est le 1er mars. L'élection, le premier tour, c'est le 10 avril. Yep. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bien, vous allez pouvoir voter pour Macron, comme tout le monde. Si t'arrives, toi, parce qu'il va passer, il n'y a même pas de vote, c'est une blague. On va tu peux pas dire ça parce que là, t'es en train de tuer le fait d'aller voter. Tu n'as pas envie d'aller voter, là. Christophe, le seul enjeu d'élection, c'est les députations. C'est là où il va prendre une claque. Le seul enjeu d'élection, c'est d'avoir un président, quel qu'il soit. Et on ne sait pas qui il sera, sinon ça sert à rien de faire des élections avec vous. Mais c'est des élections truquées d'avance. On connaît déjà le résultat. Mais non, pas du tout, le résultat est évident. Sabrina, fais quelque chose. Raisonne-le pendant la pub. Non, mais moi je peux pas. Moi je réponds pas à ce qu'il dit. C'est des conneries. Voilà, c'est des conneries. Allez, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est s'ils ne sont pas inscrits, qu'ils aillent s'inscrire. S'ils sont pas bien inscrits, qu'ils rectifient le tir en allant s'inscrire et surtout qu'ils aillent voter le 10 avril. Voilà. On ne peut pas continuer. Heureusement que les femmes sont là pour être devenues raisonnables. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas encore avoir 5 ans de macronisme. Bon, ça après c'est autre chose. Chacun fait son choix. Mais au moins, effectivement, chacun fera son choix en leur âme et conscience, mais qu'ils aillent voter, qu'ils aillent faire cet acte citoyen. Parce que c'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer. T'es très jolie aujourd'hui, Sabrina. Tout de suite. Magnifique. Faut pas faire le barman et puis faire la radio aussi. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi, hein. Bon, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. T'attendras un petit peu pour ton petit café, mon Ali, tout va bien? Voilà. Franchement, je peux attendre. Bah oui, non, quand même. Honneur aux dames, non? On est d'accord. Voilà. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est votre émission, le Grand Forum. C'est tous les jours de 16h à 18h. C'est votre émission de référence. C'est là que ça se passe. De toute façon, partout ailleurs, on vous sert de la propagande à outrance. Donc voilà. Ici, on essaie de comprendre quand même un minimum ce qui se passe dans ce monde, hein, un peu compliqué. On essaye d'avoir ici un regard un peu différent. C'est pas la vérité hein, qu'on vous sert ici. Non, c'est des réflexions que chacun se fait. Et après, à chacune et à chacun de se faire sa propre opinion. Et l'essentiel, c'est de pouvoir en parler ensemble et en toute tranquillité et sans invective. Et voilà. Bon, si vous voulez pas d'invective, vous quittez Twitter. Twitter, c'est devenu une vraie poubelle à facho, hein, pour le coup. C'est vraiment des tarés hein, sur Twitter. Vraiment, on a tous les dégénérés de la Terre sur Twitter. Bienvenue. Violent, Twitter. Ah oui, c'est violent. C'est violent, mais c'est violent. Très violent. Allez, c'est parti pour le zapping. Et je vous sers pour commencer ce zapping un chef de l'État qui a voulu jouer les gros bras. Et voici ce que ça donne. J'ai eu un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine. Ça n'a pas produit d'effet, vous le voyez bien pour le moment. J'adore. Ah non mais j'adore. Il est conscient quand même. C'est un artiste. Ouais. Mais il est moins ridicule que Sarkozy quand même. Ah bon? Ah oui, Sarkozy c'est vraiment ridiculisé à l'époque. Hein. Quand il est arrivé à moitié KO parce que Poutine lui a dit ton petit pays ça vaut rien, ça fait mal quand même. Hein. Bon, il a essayé. C'est toujours le cas. Hein. En même temps, il a été honnête, Ali Macron, devant les agriculteurs samedi matin. Il a fait une visite éclair au salon de l'agriculture et il leur a dit que cette crise, cette guerre va avoir des conséquences, quoi qu'il arrive. J'allais pas dire quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il arrive sur les agriculteurs, avec l'augmentation du blé, avec tout ce qui va avec, ça va avoir des conséquences. Il leur a dit, il a été honnête.
Ali. Oui, tout à fait. Oui, j'ai écouté. Merci, non, tout à fait. Non, j'ai entendu le café. Ah non, j'ai entendu le. Je pensais que tu allais passer l'extrait. Effectivement, là, sur la partie, ça veut dire que derrière, il y avait déjà, tout est déjà plutôt prêt sur la partie sanctions économiques. Et c'est vrai que là, nous, on parle plus de la guerre militaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie économique, parce que là, on va véritablement rentrer dans le dur, dans la guerre économique. Ouais. Et à mon avis, le continent européen, et notamment la France, nous, on va subir, je pense, sincèrement, de plein fouet toutes ces sanctions. Je pense que, à défaut, c'est mon avis, je pense que le stratège, peut-être Poutine y a pensé avant, hein, je pense qu'il savait qu'il allait y avoir des sanctions. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de gaz, de pétrole, de blé, d'aluminium, là, on se dit qu'effectivement, je pense que l'impact, sincèrement, va être très très rapide, surtout quand on est dans un monde capitaliste. On sait qu'il y a des traders, il y a beaucoup de spéculation. Et je sais qu'aujourd'hui, le prix de l'aluminium est en train de s'envoler, ainsi que le prix du blé. Absolument. Avis aux pays maghrébins, notamment la Tunisie et l'Algérie, qui risquent aussi d'aller au-devant de certains petits soucis. Oui, quoique l'Algérie va peut-être aussi pour le gaz profiter pour récupérer et alimenter certains partenaires pour faire... justement... Oui, ils vont actionner, ils vont réouvrir normalement peut-être par la On Tunisie. parle de la réouverture d'un gazoduc passant par la Tunisie. Oui, par la Tunisie, le Maroc, ça je refais, mais par la Tunisie. Non, le Maroc, pas oui, question. Oui. Mais par contre, les capacités quand même, sont quand même limitées. Alors c'est toujours bien parce qu'on va pouvoir livrer. Mais je pense qu'effectivement les Américains et le Qatar, je pense, sont en train de préparer leur bateau de GNL pour envoyer ça. Les Américains, c'est du gaz liquéfié, je crois. Non, GNL, liquéfié, oui, attends. Liquéfié, ouais, c'est pas. Et ils seront cher. Non, mais je terminais juste là-dessus. Oui. Je pense que d'un point de vue technique, et en ayant discuté avec des gens dans leur métier, je dis qu'en 3 mois, les Américains pourraient effectivement subvenir aux besoins. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Les prix aussi, parce que c'est aussi le problème du prix. Parce que livrer, à la limite, c'est pas problématique parce qu'il y en a. Par contre, sur la partie prix, je pense qu'il faudra... L'année 2022, je crois qu'on va terminer plutôt à une essence à 2,22 €, à mon avis. Hein. Alors, là, il y a plusieurs éléments. D'abord, Gamal. D'abord, Poutine avait parfaitement anticipé ce qui se passait. Alors, je vais donner quelques éléments rapides qui vont donner un peu la force et la faiblesse des uns et des autres. D'abord, il avait parfaitement anticipé qu'il allait écraser très rapidement l'Ukraine. C'était pas difficile. Ouais, ensuite, il n'a pas écrasé pour l'instant. Si, il a écrasé l'Ukraine. Il y a une résistance pour l'instant. Une résistance marginale. Un président qui appelle la population à prendre les armes, on a compris ce que ça signifie. Ça s'appelle une défaite totale. D'ailleurs, il est en train de négocier dès maintenant, on en reparlera dans pas longtemps. Ensuite, Poutine, c'est un des principaux producteurs de gaz au monde, qui a proposé à l'Allemagne Nord Stream 1 et 2. Donc, c'est des quantités considérables qui devaient alimenter l'économie allemande, dont elle a cruellement besoin. Ensuite, Poutine, c'est 600 milliards de réserves de change. C'est-à-dire qu'il a 17 mois d'importation, tranquille. Vous pouvez le sanctionner autant que vous voulez, pendant 17 mois, il est à l'abri. Ensuite, Poutine, c'est une alliance avec la Chine, avec la Russie, et avec l'Iran, avec le Qatar, et avec l'Algérie. Alors maintenant, les conséquences sur le blé, quand Macron va voir un agriculteur prioriser les conséquences, c'est pas l'agriculteur qui aura les conséquences, c'est la population. L'agriculteur, il va bénéficier d'une augmentation faramineuse de revenus, donc lui, il est content. En revanche, la population, nous, on va s'en prendre plein la figure avec une inflation à minimum 10%. Ensuite, pour continuer, les sanctions ont fait rigoler parce que les sanctions, c'est d'abord un aveu d'échec. Ils sont incapables de sanctionner la Russie autrement que par l'économie. Et quand ils sanctionnent la Russie, ils se tirent une balle dans le pied, ce qui est quand même extraordinaire. Pour information, pourquoi le blé augmente? Parce que le principal grenier à blé de l'Europe, c'est l'Ukraine. Le second grenier à blé, c'est la Russie. Donc déjà, quand vous avez les deux plus grandes puissances... Ouais, ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Totalement. Et pour finir, et c'est très important, avec l'explosion du prix du gaz, qui a été multiplié par 10 quasiment, en même pas 6 mois, le pétrole qui a dépassé les $100 le baril, croyez-moi, il y en a qui applaudissent des deux mains, dont l'Algérie. Donc je pense que l'Algérie, qui est partenaire stratégique depuis longtemps avec la Russie, n'aura pas de problème avec le blé parce qu'ils ont déjà déporté leur importation depuis l'année dernière sur le blé russe, puisqu'ils ont grossi avec le blé français, n'était pas de bonne qualité. Et leur alliance stratégique les conduit à pouvoir faire du troc. Donc la question du dollar va se poser. Qu'est-ce que vaudra le dollar après la crise? C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le dollar va en prendre un grand coup. Quant à vouloir sanctionner la Russie, si vous voulez vraiment faire une sanction puissante, il fallait qu'il les retire du réseau SWIFT. J'ai un copain qui travaille en Suisse, d'accord? Et les Suisses avaient peur de ça, parce que c'est quand même un gros morceau la Russie. Eh bien, ils n'ont pas déconnecté. Ils ont déconnecté 6 ou 7 banques, donc rien. Le pays est toujours debout, et aujourd'hui, ce qui a reculé, qui s'est fait humilier, c'est bien le clan occidental, dont l'OTAN. Alors, il y a des pays qui, quand même, en Europe, sont beaucoup plus en difficulté et dépendants du gaz russe, à l'image de l'Allemagne. Par exemple, la France, on est dépendant à 21%. Le principal fournisseur de la France, c'est le Nigeria et
et l'Algérie, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. L'Allemagne, par contre, c'est à base de 45%. Non, 60 ou 70%. Ah, soit. Il y a des pays comme ça, voilà, où c'est extrêmement difficile. Alors, je sais pas si c'est le hasard des hasards, mais il faut quand même savoir que Nord Stream. Et 2. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet-là. Okay, et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, dès qu'il a été plus ou moins mis en place. Il y a le 1, c'est 2011, et le 2 vient d'être mis à l'air. Et comme par hasard, on rentre dans un. Il n'y a pas de complot. C'est pas un hasard. C'est une manœuvre américaine, tu le sais. C'est quand même bizarre que, effectivement, d'un seul coup, d'un seul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie. Tu veux dire que ça serait une histoire de gaz? Ça sent le gaz. Oh là là. C'est pas ça, c'est que d'un côté, on nous parle de la Russie avec du matériel, des hommes, et d'un autre côté, à côté, on nous parle que de sanctions économiques. Donc, moi, effectivement, on est un peu en droit de se poser des questions. À qui profite le crime? À qui profite le gaz de shit nord-américain, peut-être? Ça, peut-être, c'est un peu problématique parce qu'effectivement on peut se poser la question. Sabrina. Non, je vais pas rentrer dans l'esprit du complot parce que sinon on va. Non, loin de c'est pas un complot, c'est magouille. On va pas rentrer là-dedans. Non, ce qu'il faut, je reviens sur la position de la France. La position de la France, rappelons-le, qui au début, donc il essaye, il a des tentatives, il part en Russie, voir Vladimir Poutine, il revient, enfin bref, il est complètement ridiculisé. On l'avait déjà dit ça, Christophe, la dernière fois, qu'il était complètement ridicule. Donc il nous a ridiculisé encore une fois, c'est pas la première, parce que on vient quand même d'essuyer des plâtres sur le Mali, on en reviendra aussi, on en reparlera dans les prochains jours, parce qu'on doit quand même sortir du Mali. On ne sait pas pourquoi on sort, mais on sait pourquoi on est venu. Oui, mais bon, on sait très bien pourquoi on est venu. On a laissé 50 personnes, 50 soldats qui sont morts sur le Mali. Et 54. Donc là, on sort avec je ne sais pas combien de milliards qui ont été dépensés pour ce combat. Bon, bref, donc là, on arrive dans une crise ukrainienne-russe et on a une position... Nous, en tout cas, moi, je pense qu'il faut avoir cette position de non-alignement avec l'OTAN. Il faut déjà sortir de l'OTAN. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut affirmer son esprit de non-alignement avec ce qu'il se passe. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre les États-Unis, on n'est pas obligé de suivre ce que l'OTAN dit, et on n'est pas obligé, effectivement, d'envoyer des armes, parce qu'on sait très bien le résultat d'envoyer des armes à des pays comme ça. On sait très bien que finalement, ça se retourne contre nous. Donc l'idée, c'est vraiment avoir cette position-là, cette position de se mettre autour de la table et extrêmement urgemment pour avoir un cessez-le-feu et essayer de négocier dans la foulée que l'Ukraine se neutralise et que effectivement rassurer les Russes, parce qu'il s'agit quand même de ça, rassurer les Russes afin de dire que l'Ukraine ne sera pas intégrée dans l'OTAN et qu'il n'y aura pas de menace contre la Russie sur les prochains mois, les prochaines années. Bon. Parce que ce qui a déclenché, au-delà du complot, mais en tout cas, ce qui a véritablement déclenché l'attaque, en tout cas, de Vladimir Poutine, c'est le fait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Merci les Américains. On peut leur dire. Merci les Américains, parce que aussi, les Américains ne sont pas sur les territoires européens, et aujourd'hui, on a une problématique européenne. On a un président qui est soi-disant le président de l'Europe. Personne ne le consulte, personne ne fait appel à lui. En fait, il est président de rien du tout. Donc, c'est un problème européen. Mais ce sont les États-Unis. Et maintenant, on apprend que ce sont les responsables du gouvernement israélien qui essayent de mettre des choses sur la table, essayent de négocier. Oui, ils vont rien faire, c'est les Vive l'Europe. Vive l'Europe. Non, mais attends, l'Europe est un nain politique. Il faut arrêter de parler de l'Europe, elle n'existe pas. Oui, L'Allemagne, par exemple... Moi, je donne les faits. Oui, je t'entends bien, mais c'est un nain politique. Macron, le pape, ça change rien. L'Allemagne, par exemple, il ne faut jamais oublier une chose. Ils viennent de sortir un dossier, c'est Der Spiegel, qui vient de confirmer l'accord qui avait été passé à l'époque de la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique, avec Gorbatchev, qui était leur copain, soi-disant. Oui. Ils ont trahi une parole orale et écrite. Voilà ce qui est dit. Les Allemands sont occupés, utilisons bien les termes. L'occupation américaine de l'Allemagne dure depuis 76 ans. C'est ça ce qui se passe actuellement en Allemagne. Les Allemands ne peuvent rien dire parce que les Américains donnent les ordres. Et malheureusement, même lorsque le Premier ministre allemand a essayé, le Premier ministre a essayé de négocier avec les Russes, les Américains ont tiré immédiatement la corde. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'Europe se débarrasse de la tutelle américaine et que les bases américaines quittent l'Europe, parce que ça fait 76 ans d'occupation. C'est pareil pour le Japon, ils occupent le Japon, et à chaque fois que les Américains s'installent quelque part, c'est pour durer. Et ce qui a fait peur aux Russes, c'est l'installation d'une base américaine à leurs frontières. Et comme les Américains n'ont jamais de parole, c'est le pays qui a le moins de parole au monde. Ils n'ont aucun honneur, ils ne respectent aucun traité, dont Minsk.
Absolument. Alors, la petite phrase qui a mis le feu aux poudres hier, l'inquiétude dans tous les pays occidentaux, c'est signé Vladimir Poutine. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef de l'État-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en état spécial. Alors tout de suite on a parlé de nucléaire. Alors effectivement parmi les forces de dissuasion il y a le nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire. Tout de suite ça y est, on parle du grand méchant dictateur, le fou. Et d'ailleurs il y a un journal américain, d'ailleurs je sais plus lequel, qui a mélangé les deux visages, Poutine et Hitler. C'est ridicule. Voilà. Non, mais faut pas rentrer dans cette catégorie-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a une guerre en Europe là, qui arrive alors que l'acteur principal du film est absent. Les États-Unis. Parce que c'est vrai qu'on parle d'Europe. Tu étais en train de parler de Macron. D'un côté, on laisse toujours le côté positif. L'Europe maintenant doit comprendre, l'Allemagne l'a dit hier matin, avec la création de leur armée, 100 milliards de... Très inquiétant. Non, mais c'est inquiétant. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont peut-être envie, ce que tu disais avant, peut-être de quitter cette tutelle américaine et peut-être envie maintenant d'avoir leur propre armée et de plus dépendre, effectivement, comme tu l'as dit, effectivement, des États-Unis. Parce qu'en fait, les États-Unis ne sont pas là, c'est paradoxal. On entend les États-Unis, vous imaginez, la première puissance mondiale, qui est à l'origine du problème. Parce que l'OTAN, qui est-ce qui finance l'OTAN? Ce sont les États-Unis. Qui c'est qui a poussé surtout? Qui est-ce qui a poussé? C'est les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas là. Et c'est l'Europe qui doit gérer toute seule ce problème-là. Alors tu disais que Macron, il essaie de faire peut-être ce qu'il peut, il n'a peut-être pas une capacité, c'est vrai, hein, il essaie peut-être de passer des messages. Alors est-ce qu'il a réussi, pas réussi, ça. Mais là aujourd'hui, il faut laisser place peut-être, je pense, un peu à la diplomatie. Ça j'en suis intimement convaincu. Quelle diplomatie, Ali? La diplomatie, parce que je pense pas que laquelle? Non, mais laquelle? C'est qui tu parles de diplomatie. L'Europe, elle ne parle pas déjà d'une seule voix parfois. Et qu'est-ce qu'elle pèse vis-à-vis de Poutine je pense, moi, il y a un pays qui est très, je pense, qui est très important en Europe, qui est l'Allemagne, parce que je pense que l'Allemagne et la Russie, tu vois, c'est comme un pays qui a toujours été très tempéré dans les réactions, même pour la partie SWIFT, ça a toujours été très très tempéré, ne jamais aller tout de suite dans l'au-delà, aller comme ça. Là, par contre, c'est vrai qu'à côté, on a des spécialistes, comme tu l'as dit un peu sur les chaînes d'infos françaises, qui malheureusement, sans être méchants, sont pas objectives. On a l'impression qu'on est en train de faire une espèce de bataille. Et on va envoyer anti-russe. Non, mais ce serait intéressant d'en parler dans 2 minutes. La seule chose qui est embêtante, c'est que ce que tu disais, c'est qu'on l'histoire est là pour. On a eu la guerre d'Irak, on a eu la guerre de Libye, et on a vu qu'on avait quand même en France des hommes d'État, des grands hommes. On voit comme monsieur Dominique de Villepin. Exact. Jacques Chirac, Dominique de Villepin. Moi, je comprends pas aujourd'hui pourquoi on va pas s'appuyer sur un Dominique de Villepin ou un Hubert Védrine. Même Sarkozy, dans son intervention, il a quand même dit que entre la guerre totale, il fallait la diplomatie. Sarkozy dit toujours la guerre totale, ce sont des dires. Mais je pense qu'un mec comme Dominique de Villepin, devrait rentrer en action. Et je pense que comme Macron devrait. C'était bon. Je sais pas si tu imagines, non, mais au-delà d'être bon, ça fait peur d'avoir quelqu'un qui passe sur tous les plateaux télé, qui dit il faut envoyer des mitraillettes à des vats en guerre, et à côté un monsieur qui a géré la guerre d'Irak, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été Premier ministre, qui sait de quoi il parle. Je pense qu'on doit quand même s'appuyer sur un monsieur comme ça, avec son expérience. Et modéré, quoi. Et modéré, et puis comme il l'a dit, voilà, il y a un jeu. Non, on nous envoie tous les jours à la télévision des spécialistes de tout et de rien, et effectivement... Il y en a marre. Allez, dans un instant, on en a marre, les vats en guerre sont là, sont sortis. Du côté d'Europe Écologie Les Verts. Il est chaud, le Jadot en ce moment, il est chaud. On en reparle dans un instant. Et sinon, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est la guerre, il se barre la Réunion, lui. Il veut se planquer, lui, Jean-Luc. C'est ça, en fait. Il y a le soleil, il veut prendre des vacances, lui. Et puis quoi, la Réunion, c'est pas la France? Non, c'est une occupation. Non, arrête, Gamal. La Réunion, c'est la France. Il est en France, il est pas ailleurs. Et Mayotte, c'est la France? En tout cas, France Maghreb 2, c'est la France, à tout. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri, avec Ali, avec Gamal Abina. C'est lundi aujourd'hui, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Je rappelle qu'à 17h, on recevra Kautar Ben Mohamed sur France Maghreb 2 pour parler de cet après-midi qu'elle organise autour de la citoyenneté et de l'engagement organisé par Marseille en colère. C'est l'association qu'elle avait créée d'ailleurs juste après les effondrements des tours rue d'Aubagne à Marseille. Vous vous en souvenez évidemment de ce drame, cette tour qui... Voilà. Marseille en colère. Oui, Gamal. Juste, voilà. Là, c'est important de rappeler. D'abord,
Il y a plusieurs choses qui me choquent dans l'histoire et on va vraiment aller très rapidement. Déjà, la posture de Jadot est dégoûtante. Alors attends, il faut qu'on l'écoute quand même. Ah bah oui, laisse-lui passer le passage. Alors, c'est outre le fait qu'hier, il a appelé, lors d'une manifestation, à ce que la France arme les Ukrainiens. Il l'a clairement dit hier, applaudi par tout le staff de Julien Bayou et compagnie. Voici ce qu'il disait à la radio, pas plus tard que hier. C'est un dictateur qui ne sait plus s'arrêter, qui a mis en place un gouvernement fantoche en Biélorussie. Jean-Louis Bourlange, député MoDem, qui a été député européen aussi, estime qu'il faut les accueillir, les Ukrainiens, parce que ce serait une immigration de qualité dont on pourra tirer profit. Ça vous choque ? Oui, j'aime pas le côté utilitariste des réfugiés. C'est quand même incroyable. Non mais voilà ce qu'on peut entendre. Et ça avait déjà démarré par un certain Philippe Corbière, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Corbier, qui est d'ailleurs le rédacteur en chef de la rédaction de BFM TV, qui avait parlé et fait la différence entre... Mais là, c'est des réfugiés ukrainiens, ce ne sont pas les Syriens. Vous voyez, on fait de la comparaison. Non mais de la c'est absolument pas digne. Non mais écoute, dégueulasse. Christophe, ce n'est absolument pas digne d'un chef d'État. Jadot est quand même candidat à l'élection présidentielle. Il fait de la récupération politique, Sabrina ? Alors c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, il fait de la surenchère politique parce que là, c'est pas une question de récupération ou quoi que ce soit. Là, on est en train de donner son avis sur un sujet extrêmement important et majeur pour notre pays. On connaît du coup sa position. Sa position n'est donc pas digne d'un chef d'État. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la paix. Le mot d'ordre, c'est les négociations. On se met autour de la table et on demande un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il est hors de question que le chef d'État, que ce soit Macron ou qui que ce soit qui arrive au mois d'avril, fasse de la surenchère, arme des pays avec qui on a plus ou moins des affinités pour faire la guerre aux Russes. Enfin là, on parle des Russes, on parle pas d'un autre pays. On parle quand même d'une puissance militaire qui a des années d'avance sur la France en termes de technique et de technologie. Moi, personnellement, je préfère me mettre autour de la table. Toi, tu collabores, toi. Hein, non, je collabore pas. On parle franchement. Non, je ne collabore pas. Tu peux pas dire ça. Mais je rigole. Mais on doit aujourd'hui, le futur président doit donc défendre les intérêts de la France, des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, avec Yannick Jadot, on voit bien que c'est clairement pas le cas. J'ai envie de dire quand même un truc important. D'abord, ce discours est dégoûtant. Je pense que je viens d'entendre à l'instant parce que là, je suis choqué. Quand il dit je ne veux pas faire de l'utilitarisme, il n'est même pas choqué par le propos raciste. Il est choqué par le fait qu'on prenne des élites en Ukraine. J'ai entendu plusieurs sorties. Il y a des types qui ont dit en Angleterre, quand je vois des blonds aux yeux bleus mourir, ça me fait mal au cœur. Enfin, ce genre de truc très néo-nazi qui est dégoûtant. Après, quand M. Jadot, qui est quand même au vert, franchement, les Verts n'ont pas mérité un leader aussi nul, qui est en train de salir son parti en faisant des appels à la guerre, alors que c'est exactement le contraire qu'il aurait dû faire. Et pour finir, et c'est très important, on parlera après de la propagande médiatique à vomir qu'on entend actuellement. Pour finir, rappelons qui sont les Russes. Ils ont libéré l'Europe, c'est pas l'Amérique, il faut être très clair. 26 millions de morts. C'est ça le coût de la libération de l'Europe face aux nazis. Nazis soutenus, je le rappelle, par les grands argentiers américains. N'oublions pas, Ford et autres. Qui sont les Russes? Ce sont des gens déterminés qui sont durs au travail et durs à la mort, qui se battent jusqu'au bout. Dixit les paroles de nazis. Et surtout, les Russes ont développé des capacités offensives extraordinaires. Je vous donne une petite idée, ça va vous faire froid dans le dos. Lorsqu'il dit qu'ils mettent en alerte ces systèmes de dissuasion, alors je vous traduis ce que c'est. Avant-garde, c'est le dernier missile russe le plus sophistiqué au monde. C'est un missile hypersonique. Aujourd'hui, les Russes sont capables d'envoyer des missiles qui vont de Mach 5, Mach 6, Mach 25, Mach 30. Ça veut dire qu'en 5 minutes, ils touchent Paris. Les États-Unis en moins d'1 heure. Les Russes sont capables d'atomiser la planète avant même qu'il y ait la moindre réaction. Aucun parapluie antimissile n'est en mesure d'arrêter ces missiles parce qu'ils n'ont pas de trajectoire balistique. On va tous mourir! Non, du tout. Parce que, fort heureusement, contrairement à la bêtise dite en permanence, dans les médias, Poutine n'est pas un fou. Il a aussi une famille, je rappelle. Poutine est un stratège. Il joue aux échecs. Il a déjà humilié les Européens dans le Donbass une première fois. Il les a humiliés en Géorgie. Il les a humiliés au Haut-Karabakh. Il joue aux échecs sur ses frontières parce que les Américains ont poussé leur avantage partout. Et je rappelle que systématiquement, comme avec Saakashvili, ils abandonnent les gens qu'ils poussent à l'action. Donc les Américains ne sont pas des alliés fiables, on l'avait bien compris. Les Américains jouent la carte du gaz, et tu as raison, le gaz de schiste américain coûte cher à l'exploitation. Le seul moyen pour l'exploiter, c'est de faire augmenter le prix du gaz grâce à cette tension. Et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que la seule solution avec la plus grande puissance militaire
guerre conventionnelle et nucléaire, c'est la négociation. Il n'y a pas à discuter. Quand un homme dit on envoie des armes, cet homme mérite d'y aller tout seul avec son fusil. Moi, j'aimerais bien voir Jadot venir avec ses petites caisses d'armes et aller en Géorgie. Après, on verra. Et puis la réputation de la France, ça a été quand même ça a toujours été un grand pays. Avant que Sarkozy décide de rentrer dans... Ça fait un petit pays. D'en faire un petit pays, de rentrer dans l'OTAN. Donc c'est vrai que la voix de la France comptait, hein, on l'a vu avec Jacques Chirac, alors c'est vrai, hein, des fois on réussit pas, mais c'est vrai quand Yannick Jadot rentre d'un point de vue clanique, parce que en fait ce qui est embêtant c'est que la France on a cette capacité d'être toujours au-dessus et de pouvoir réunir, c'est ce que veut faire peut-être Macron, peut-être aujourd'hui il a essayé, il peut pas, parce que peut-être quand il vient avec l'écriteau OTAN peut-être sur le front, et puis que effectivement ça marche pas, et puis les États-Unis doivent toujours valider toutes les éventuellement décisions que Macron, les propositions que Macron pourrait faire, ou éventuellement dire oui ou non à ce que propose Poutine. Mais moi, je reste toujours convaincu que la négociation, il n'y a que la diplomatie qui gagne. De Villepin disait toujours, quand on commence la guerre, il faut savoir préparer la paix. Exactement. Mehdi est avec nous au 01 40 33 9. Salut mon Mehdi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à toi mon Mehdi. Alors quel est ton regard un petit peu sur tout cela? On t'écoute. En regardant le président de la République, Emmanuel Macron, aller chez le président russe, j'avais pas l'impression d'avoir un président, j'avais l'impression d'avoir un émissaire. Envoyé pour discuter, pour essayer de traiter, voire faire quelque chose pour le président américain, qui est bien sûr le roi et le patron de l'Europe. Au jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, Poutine ne parle pas avec les émissaires. Il a trop parlé avec les émissaires ces 10 dernières années. Aujourd'hui, ça suffit. Il tape du poing sur la table. Et je suis pas pro-russe. Hein. Je m'inspire de l'histoire depuis une vingtaine d'années, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, tout ce qu'a fait Poutine, tout ce qu'ont fait les Européens et les Américains, c'est-à-dire les Occidentaux. Hein, parce que j'aime pas trop le terme occidentaux aujourd'hui parce que ça fait complotiste un peu, tout ça. Non, je préfère dire l'Europe et les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est décidé à remettre les choses en place, c'est-à-dire que la place de la Russie doit être telle qu'elle l'était avant et redonner à César ce qui est à César. Et que l'Ukraine n'a jamais été européenne, elle a été toujours russe. Merci mon Mehdi, merci à toi. 01 40 33 9000 évidemment pour intervenir en direct à l'antenne. Dans un instant, on écoutera Donald Trump qui moque la gestion de la crise par Joe Biden devant ses militants. Est-ce que quelques-uns d'entre vous parlent l'anglais là en face? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, on verra, tiens. J'étais à l'école avec toi. Ouais, quoi? J'étais à l'école avec toi, on parle anglais tout le temps. Oui, bien sûr. Et on écoutera aussi un avocat donner son avis sur le bannissement de RT France, avec l'Europe décide de bannir RT. Sauf que ça se passe pas comme ça, on bannit pas une chaîne comme ça. Voilà. Et je salue d'ailleurs tous les collègues de RT France à qui j'apporte toute ma solidarité, pardon, je vais parler en mon nom et non pas au nom de tout le monde, mais j'apporte j'apporte toute ma solidarité à tout le personnel d'RT qui pour le coup n'a jamais fait du propagande, et Sputnik exactement, il y a qu'à les regarder, franchement ils ont été vraiment nickel sur le sujet. Ils ont vraiment fait leur boulot de journaliste. Donc bravo à vous et courage, et j'espère que voilà, vous allez résister et ça va se faire. A tout de suite, ne bougez pas. Ali, Gamalabila, Sabrina Nourri sont avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Vous savez que, faire une petite aparté les amis, demain c'est le 1er mars et c'est le Ramadan, c'est bientôt. On va avoir un petit problème cette année. Ça va être non, je vous l'annonce tout de suite, ça va être un bordel sans nom. Parce qu'il n'existe plus de CFCM. Bon. Et oui. Qui va dire non, comme tout le monde, écoutez qui va dire le Maroc. Non. L'imam Christophe. Qui va dire le forif. Qui va dire quand commence le Ramadan? Le forif. Ah, il y a une solution, hein. Ouais, le forif, c'est quoi d'abord? On avait fait un calendrier, Christophe. On connaît déjà la date là, non? Bah alors ça s'appelle le calcul astronomique. Et là pour le coup, ça ne trompe pas. Et je vous donne la date, c'est le 2 avril. Bien. Voilà. Merci. Samedi 2 avril, calcul astronomique. On ne pas vous emmerder. Le tueur. Voilà. Et bah la réponse elle est là, les amis. Et après, vous avez juste à regarder effectivement. Si vous suivez le calcul astronomique, comment on n'est pas emmerdé par celui qui
qui a dit que ça commence tel jour parce que ceci, cela, on a vu ceci, cela. Question débile, vous la voulez la question débile d'avril de quelle année 2022, voilà. Okay. C'est un samedi, les amis. Voilà. Ça marche cool. Et la semaine d'après, aux alentours du 7e, 8e jour, on va voter. Hein, puis, comme ça, on aura largement le temps d'aller voter. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, là. Avant de préparer la chambre. On va dire qu'il n'y a plus d'excuses, là. Hein. C'est ça, exactement. On va parler justement de l'engagement de la citoyenneté avec mon ami Kautar Ben Mohamed qui sera avec nous dans un instant. Pour l'heure, Gamal, tu parles l'anglais? C'est le moment de le vérifier. Yep. Donald Trump, devant ses partisans, a moqué Joe Biden. Écoutez et traduit. The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est bon ça. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They've sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country and they're going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. So dumb. Joe Biden has turned calm into chaos, competence into incompetence, stability into anarchy, and security into catastrophe. Ooh. The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. Traduction, les amis. Alors, très rapidement, il commence déjà par l'insulter. Il dit, on se moque en méchant. Alors, il dit quoi? Il dit Donald Trump. Non, bien sûr, Donald Trump, c'est un mec très intelligent. C'est juste que ça. Alors, dump, on va traduire ça pour dire c'est un président de merde, une daube, quoi. Il dit c'est un président bidon, quoi. Donc il dit, mais c'est bien sûr qu'il est intelligent, mais le problème c'est c'est une daube. Ensuite, il continue en disant que c'est un... Alors, je ferai juste la fin rapidement. Il explique que là où tout était stable, il a transformé ça en chaos. Là où tout était en ordre, il a fait une anarchie. Et finalement, les sanctions, il parle de sanctions à un moment donné pour dire que les sanctions finalement ne servent à rien, c'est juste psychologique, c'est du vent, parce que ça n'a aucun impact sur Poutine, et qu'effectivement, ce président n'a absolument pas le niveau, quoi. Mais très rapidement, après, je ne vais pas dire après. C'est vrai que... Oui, Ali. C'est vrai que c'est quand même... je sais pas, c'est important. C'est l'ancien président des États-Unis qui juge son successeur. Et sincèrement, employer de tels mots, c'est violent. Hein. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit que Poutine est intelligent, mais que l'autre à côté, c'est sans être méchant, c'est il est un peu débile, quoi, pour être gentil, quoi. Et que faire le parallèle entre la stabilité et que derrière il est en train de faire de l'anarchie, sincèrement, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis même, je pense que ça peut même avoir il peut y avoir des conséquences. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle Joe Biden, indépendamment de son problème de son âge, parce qu'apparemment, je sais pas s'il a toutes ses facultés intellectuel, ce garçon-là. Ça, c'est mon avis. Hein. Ces garçons-là. Je pense pas qu'il a toutes ses facultés. Je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut peut-être avoir un problème aux États-Unis où la population peut dire, effectivement, on va commencer tous à regretter Donald Trump. Mais clairement. Ouais, et puis tu sais que ça, tu as oublié, enfin, tu as coupé ton petit passage, tu n'avais peut-être pas le temps, mais Trump le dit clairement que s'il était au pouvoir aujourd'hui, jamais la Russie n'aurait attaqué l'Ukraine. Est-ce qu'on peut le dire tranquillement aujourd'hui, ça? Bien sûr. Trump aurait été au pouvoir, mais totalement. Il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y a pas eu une seule guerre en 4 ans. Moi, je pense. Tu as vu ce qu'il avait dit? Est-ce que tu te souviens quand Trump a voyagé un petit peu en Europe, il a été au Moyen-Orient, il a dit, bon, les gens, là, l'OTAN, là, faut passer à la caisse, faut payer un peu. Hein. Absolument. Il aura tous dit, il faut payer. Nous, on veut bien être le gendarme du monde, mais vous payez. L'Arabie Saoudite, il les a fait payer. Il a fait payer tout le monde, en fait. Vous vous souvenez, je pense qu'effectivement, il leur a dit, vous payez. Si vous payez pas, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que son fameux slogan, Trump, ce qui est bien avec Trump, c'est l'American First. Ce qui l'intéresse, ça, à la limite, il est cohérent. On peut aimer, ne pas aimer, hein, mais à la limite, on n'a pas de surprise. À la différence d'un Joe Biden, et moi, sincèrement, je suis stupéfait par on n'entend pas du tout parler des États-Unis. C'est quand même un truc de dingue. Parce qu'il a commis une énorme faute. Mais il a commis une énorme faute. C'est grave. Le poussin. Mais tu sais, quand il est arrivé Biden, tout le monde. Alors moi, je me suis fait méchamment tensé, attaqué, parce que je dis je préfère Trump faiseur de paix, et c'est vrai que c'est un faiseur de paix, qu'à Biden faiseur de guerre. On voit la conséquence, depuis qu'il est arrivé, il y a des guerres partout. Et je vais dire un truc simplement par rapport à ces questions d'incapacité. Trump était très proche des Russes. Oui, il voulait la paix avec les Russes, il n'aimait pas les Chinois pour des raisons économiques, uniquement, d'accord? Pour moi, économique, tout à fait. Voilà, donc Trump, c'est un pragmatique qui a appliqué la politique des Américains des années 20-30, qu'on appelait l'isolationnisme. Aujourd'hui, on est avec un vent en guerre qui veut faire une politique expansionniste extrême face à des Russes surpuissants. Donc c'est dire un peu le rapport
de force. Mais ce qui est très inquiétant pour moi, c'est pas tellement ces imbécilités américaines qui ont toujours foutu la pagaille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire comment se fait-il que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays qui ne sont pas en guerre avec la Russie, je le rappelle, que tous ces pays se mettent comme une position de guerre avec des sanctions économiques qu'ils n'ont pas le droit de faire. L'ONU n'est pas derrière, on est d'accord. Ils ne sont pas en guerre et se positionnent comme une position de guerre. Et je vais aller encore plus loin. On peut parler des médias ou pas, Christophe ? De quoi, quels médias ? De ce qu'ils essaient de faire à RT France. Alors justement, avant qu'on parle de RT France, je voudrais qu'on écoute, bien sûr, et de réitérer notre pensée au personnel d'RT France qui sont sous le coup d'une sanction, puisque l'Europe a demandé le bannissement de RT France. Peut-on bannir, justement, RT France ? La question a été posée sur cette même antenne, d'ailleurs, par Jérémy Assous, qui est avocat pénaliste. Voici sa réponse. Le terme de bannissement n'existe pas dans la législation française. Seule l'ARCOM, cette autorité, a le pouvoir d'interdire ou de mettre un terme à la diffusion d'un média. Le droit européen prime à la condition qu'il soit applicable. Pour que le droit européen s'applique, il faut soit une directive qui est transposée, donc qui devienne loi, soit il faut qu'il y ait une décision de justice qui considère que cette directive aurait dû être transposée, que le législateur français a refusé volontairement de la transposer. C'est une espèce de résistance. Et dans ces cas-là, si elle répond à certains critères, notamment qu'elle soit d'interprétation très claire et très stricte, eh ben, le juge peut décider de son applicabilité directe. Voilà la réponse, en tout cas juridique. Et franchement, j'en ai marre de ces gens qui nous viennent nous monter la liberté d'expression dans ce pays. Hein, ces sénateurs, ces députés, ces gens de la politique qui viennent nous vendre dans les médias la liberté d'expression et qui veulent faire taire une presse qui plus est peut-être russe, pro-russe, mais qui fait son boulot. Et il y en a certains qui n'hésitent pas et qui allaient sur cette chaîne. M'en fous, je le dis. Il y en a qui allaient sur cette chaîne. Et qui aujourd'hui viennent nous dire que cette chaîne diffuse des fake news. Merci. Franchement, c'est honteux de votre part. Vous devriez franchement avoir honte de vous. Ouais, c'est dégoûtant. Mais je vais dire des choses qui vont peut-être pas plaire, mais j'en ai rien à faire de toute façon. D'abord, on est dans un pays de liberté d'expression, m'a-t-on dit. Alors, il faut savoir que la liberté a géométrie variable. Ils interdisent radicalement et catégoriquement la présence d'une chaîne française, Al Jazeera. Elle est interdite alors que nous sommes 6 millions. Ouais. Ils interdisent totalement TRT, qui va s'installer plus ou moins difficilement. Turc. Absolument. Ils sont en train de faire des histoires à Sputnik et surtout à RT France. Alors, RT France, je les connais très bien. J'ai beaucoup d'amis là-bas, journalistes, mais pas seulement, producteurs. RT France fait un travail d'équilibriste qui consiste à donner la parole aux deux parties. Voilà ce que fait RT France. Et quand un pays comme la France, qui se croit en guerre contre la Russie, alors qu'elle n'est pas en guerre, il n'y a pas de guerre aujourd'hui entre la Russie et la France, quand un pays comme la France, ou surtout quand l'Allemagne, enfin quand cette femme prétend en Europe qu'il faut les censurer, c'est bien de la censure dont on parle, je réponds, comment ont-ils si peu de dignité ? Parce que quand les Américains, en 2003, après le discours de Villepin, tu en parlais à l'instant, Ali, quand les Américains font une campagne de propagande par la chaîne de Rupert Murdoch, CNN, je n'ai pas entendu parler de censure en France. Pourtant, cette chaîne vomissait sa haine de la France, alors que RT ne l'a jamais fait. RT ne pose pas de problème parce que RT donne deux visions du conflit. Les chaînes d'information en continu aujourd'hui donnent une vision du conflit qui est une vision anti-russe à fond. Donc il faut être très clair. Si on veut interdire une chaîne en France, ça n'est pas RT qu'il faut interdire. C'est les autres qui ne donnent pas la parole aux opposants. Quand on est objectif et quand on est dans un pays démocratique, les deux parties doivent être entendus. Aujourd'hui, il y a une partie prise d'une position d'un pays qui se croit en guerre. C'est très clair, très clair. Oui, après derrière, malheureusement, tu as raison, mais là, dans le cas de la guerre, on a parlé avant un peu de guerre économique, la guerre militaire, mais il y a surtout la guerre de l'information. Oui. Et celui qui maîtrise l'information, qui dans beaucoup de cas, et je vais dans ton sens, va dans la désinformation, parce qu'on manipule, on la propagande, on peut effectivement, moi je suis un peu effectivement... Moi, ce qui m'embête un peu dans ce qu'on voit un peu dans les médias, indépendamment de raconter qu'un bâtiment a été abattu, qu'il y a des morts, bien sûr qu'il y aura des morts, bien sûr qu'il y aura... Moi, ce qui m'intéresse pour les gens, c'est de faire de la pédagogie. D'où viennent les causes de ce conflit ? Est-ce que ce conflit... Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre qu'on peut l'arrêter ou non. C'est pas en disant... On en reparlera tout à l'heure, Adi. Merci. Non, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Oui, et puis on a une invitée, je peux pas la faire attendre, Mama Kauter, Ben Mohamed. Juste Yaya, bonjour. Oui, allô ? Ouais, Yaya. Alors, rapidos, parce que moi, j'ai ma Kauter Ben Mohamed à accueillir. Alors, vite, il n'y a pas de problème, je vais être rapide. C'est juste, déjà, bonjour à tout le monde. Christophe, à toi et tes invités.
Donc, petite analyse de ma part, en tant que simple citoyen, je constate qu'il y a des pays européens qui avaient une ligne vraiment très juste, comme la Finlande, la Suède, l'Allemagne, au niveau de leur politique étrangère. Et là, il y a des verrous qui ont sauté. Et aujourd'hui, on constate que l'Allemagne vend des armes létales, alors que c'était complètement inimaginable. Et que la Suède revient aussi sur certains principes. Donc certains pays qui étaient avant vraiment dans le milieu sont radicalisés à cause vraiment d'une ambiance générale depuis quelques jours là, qui devient atroce. Et on se rend compte qu'il y a la gestion médiatique qui fait son travail, et que ce problème qu'il y a en Russie, cette guerre qui ne devrait pas y avoir, on devrait trouver des solutions, mais elle y a lieu malheureusement. Donc je pense qu'on est vraiment devant un gros problème, et qu'il faudrait que les gens se mettent autour d'une table et qu'ils puissent... Allô ? Oui, on se met autour de la table pour t'écouter là, mon vieux, pour l'instant. Ouais, donc je pense qu'il serait nécessaire que les bonnes volontés puissent tout faire pour arrêter le massacre. Parce que là, tu as raison, Yaya, parce qu'on a plus l'impression aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent tout faire pour alimenter encore davantage. Sans mandat de l'ONU. Voilà. Rappelons que les ventes d'armes sont illégales. Bon, je vous demande un peu de silence et de respect quand même, s'il vous plaît. Madame Kauter Ben Mohamed est avec nous. Et je suis ravi de l'accueillir. Franchement, Kauter, je suis content de t'accueillir. Bonjour, ma Kauter. Hop, allez où, ma Kauter? Elle est là, bonjour. Okay. Je suis là. Bonjour, Kauter Ben Mohamed, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, ça va, et vous? Eh ben écoute, je suis ravi de t'accueillir, Kauter, sur France Maghreb 2. Voilà, donc Kauter Ben Mohamed, c'est Marseille en colère. Vous les Marseillais, vous la connaissez. Vous les auditeurs, s'il en reste quelques-uns d'RMC, et les téléspectateurs de RMC Story, s'il en reste quelques-uns, eh bien vous la connaissez puisqu'elle est chroniqueuse aussi dans Les Grandes Gueules. Tout à fait. Kauter Ben Mohamed, ton association est née, on le rappelle, suite à une catastrophe à Marseille. Exactement, le drame de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018, qui a vu 2 immeubles s'effondrer en plein cœur du centre-ville, à quelques encablures du Vieux-Port, et où malheureusement 8 innocents ont péri suite à l'immobilisme des politiques et des marchands de sommeil depuis plus de 20 ans. Et donc il y a eu 8 morts qui étaient des personnes innocentes, des étudiants, des mères de famille, des personnes qui étaient sans papier, qui étaient hébergées de manière solidaire chez leurs amis et qui sont décédées. Et depuis, malheureusement, nous, on a monté cette association au lendemain du drame à la demande des habitants qui voulaient se défendre leurs droits. Et à l'époque, on pensait qu'on n'avait que la rue d'Aubagne à gérer. Et malheureusement, plus de 3 ans après ce drame, nous accompagnons plus de 300 familles au quotidien qui ont été évacuées. Je rappelle, à titre d'information, qu'il y a eu plus de 7000 personnes qui ont été évacuées depuis, et pas tout le monde n'a été relogé, et que les personnes sont encore en déstructuration totale, sans accès à leur logement, etc., etc. Et que c'est un drame dans la 2e ville de France, où 3 ans après ce drame, la politique du logement n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu, à savoir que chaque citoyen, je rappelle, à jour de son loyer, puisse vivre en sécurité au sein de son logement. Alors, Kauter, tu organises ce mercredi donc une après-midi citoyenneté et engagement afin d'inciter une partie de la population, en particulier la jeunesse, à s'inscrire sur les listes électorales, à participer, parce que il y a des choses qui sont inacceptables. La 2e ville de France à Marseille, tu me disais, Kauter, que dans certaines élections, on a eu jusqu'à 88% d'abstention. Écoutez, pas plus loin que l'année dernière, au régional et au cantonal, donc il y a moins d'1 an, effectivement, dans le centre-ville de Marseille et dans les quartiers nord, qui sont les quartiers les plus enclavés et les plus pauvres. Je rappelle que le 3e arrondissement, et malheureusement pour nous, détient un record, c'est l'arrondissement le plus pauvre de France et le plus pauvre d'Europe. Et donc dans ces quartiers-là qui sont complètement oubliés par la République et par les institutions, les habitants sont complètement dépités, ils ne croient plus en rien, ni en leur vie, ni en leur avenir pour eux et pour leurs enfants, et donc ils ne vont plus voter. Et au-delà des mal inscrits et des non inscrits, nous avons 88% de la population qui boude les urnes, et ça c'est absolument inacceptable. Ça veut dire qu'on a des élus qui sont élus avec un minimum de voix. Sur des secteurs, le 3e arrondissement par exemple, compte un seul quartier qui s'appelle la Belle de Mai, où je suis née, qui compte 40 000 habitants. 40 000 habitants, c'est une ville. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Où il n'y a pas d'institution présente, pas de mairie, pas de commissariat, pas de bibliothèque, les écoles sont dans un état minable, des transports s'arrêtent à 20h, donc c'est merveilleux quand vous travaillez, vous allez à l'école, quand les transports s'arrêtent à 20h, vous faites comment pour rentrer chez vous?
Les Vélib, il n'y en a pas là-bas parce que on les considère comme des animaux, excusez-moi l'expression et la comparaison, donc on n'a pas le droit de leur mettre des Vélib. Et donc c'est une population qui est totalement enclavée. Et malheureusement, à Marseille, il y a des disparités. Nous avons l'arrondissement le plus riche de France avec Neuilly, à savoir le Roucas Blanc, où certains de nos élus habitent. Et nous avons le plus pauvre d'Europe, c'est-à-dire que dans les bas quartiers de la Roumanie ou de la Pologne, qui fuient leur pays pour venir chez nous, c'est moins pire que dans la deuxième ville de France. Voilà. Et que donc, au vu du drame que nous accompagnons depuis 3 ans, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis une ex-éducatrice des quartiers populaires, que moi-même je suis née dans les bidonvilles des quartiers nord de Marseille, que j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, etc., etc. Il y a une absence totale de politique publique qui est menée en direction des habitants à tous les niveaux et pas seulement au niveau du logement. Et ça, c'est aussi parce que les gens ne votent pas, ne votent plus, qu'ils n'ont pas l'attention et le respect des élus. Qu'est-ce qui va se passer, Kauter, qu'est-ce qui va se passer sur le Bioport ce mercredi? Raconte-nous. Pas sur le Bioport, sur le bas de la Canebière, donc au niveau de la CCI. C'est à côté. Voilà, oui, c'est à côté, mais pour que les gens n'aillent pas au Vieux-Port nous chercher. Donc nous serons donc en bas de la Canebière, à proximité du Vieux-Port. Nous sommes soutenus par différentes structures, dont l'ADAP, qui sont un groupement d'éducateurs, des partenaires de terrain, des commerçants, qui vont venir nous accompagner. Nous allons accueillir la jeunesse qui le souhaite, les familles qui le souhaitent. Nous allons organiser une espèce de village citoyen où nous donnerons la possibilité, on attend la réponse du maire de Marseille que j'ai eu personnellement au téléphone ce matin, donc ça ne saurait tarder, de la mise à disposition d'un agent assermenté pour pouvoir inscrire la jeunesse après avoir débattu avec nous, avec moi, avec les éducateurs et avec des personnalités qui ont réussi via le sport, comme Mehdi Amar qui est championne d'Europe de boxe, Benoît Zrein qui est marathonnier, Sarah Swahili qui est championne de kickboxing et criminologue qui est une enfant des quartiers nord aussi. Donc pour montrer à la jeunesse que la seule issue, c'est pas de s'enclaver dans un quartier, de pas voter et de terminer à trafiquer ou à se tuer entre eux. Il y a d'autres perspectives que de porter les valises des élus corrompus pour avoir un poste de tata pour les filles et des boueurs, excusez-moi la comparaison, très stéréotype, mais c'est vraiment ça à Marseille pour les garçons. On peut réussir par le sport, on peut réussir par d'autres biais. Nous avons d'ailleurs aussi comme parrain pour cette action le président de la CPME 13, qui est le groupement des très petites entreprises et moyennes entreprises, qui va venir aussi parler aux jeunes. On veut susciter le débat avec la jeunesse marseillaise pour leur montrer que d'autres voies sont possibles, que l'engagement c'est pas tabou, que la politique c'est pas un gros mot, que non seulement ils ont leur place pour mettre leur bulletin dans les urnes et s'exprimer et compter, mais aussi qu'ils peuvent aussi s'engager en politique dans la vie de leur quartier, dans la vie de leur cité, dans la vie de leur mairie de secteur, parce qu'ils ont des compétences, parce que malheureusement, on ne leur laisse pas la place pour exprimer ces dites compétences. Je te dis notre vraiment... travail, c'est de les réconcilier avec la République et avec nos institutions. Un grand bravo, et je veux voir ce qu'en pensent mes amis débatteurs ici présents. Mais moi, personnellement, je salue cette initiative et je te remercie parce que c'est important. Ici, à France Maghreb 2, on en a fait un combat. Justement, le fait d'inciter de manière répétée à ce que chacun puisse aller s'exprimer dans les urnes, parce que c'est là que ça se passe. C'est là la seule issue, la seule réponse qu'on peut apporter à une colère éventuelle. Ali, je suis sûr que tu partages cette belle initiative de Kauter Ben Mohamed. Je pense qu'on ne peut que partager, puisque cette dame vient de nous décrire Marseille. Alors on ne sait pas si on est en France, et surtout si on est en 2022, parce que ça fait peur quand même d'entendre qu'elle nous parle de quartiers les plus pauvres de France, les plus pauvres d'Europe. C'est vrai que c'est malheureusement assez déconcertant. Votre travail de responsabilité, et effectivement, vous allez dans mon sens dire aux gens, agissez plutôt que de réagir, puisque malheureusement aujourd'hui la population, à défaut d'agir, donc d'aller voter, ils réagissent comment? Avec tout ce que vous avez créé. Et surtout, ce qui moi m'embête un peu, et c'est pour ça que j'admire votre engagement, et je dis ça vraiment du fond du cœur, c'est important, c'est assigner les gens à résidence et assigner les gens à un certain futur. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de négatif. Et si vous pouvez un petit peu les faire rêver, les rendre responsables, je pense qu'effectivement, votre initiative, et sincèrement, si on peut vous aider à quelque niveau que ce soit, on répondra toujours favorablement. Moi, j'aurais bien pris le train. J'aurais bien pris le train pour y aller mercredi, mais bon, j'ai pas le temps. Sabrina, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien, écoute, moi, j'en pense que du bien. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives sur le territoire français. Il y aura à Marseille, et puis il y a dans
tant d'autres villes. Il y a plein d'initiatives qui sont faites sur ces 4 derniers jours. Moi, je dis les collectifs, les associations, les citoyens, les citoyennes, sortez dans la rue, toquez chez les voisins. Enfin bref, il faut absolument que cette élection, on se l'approprie. Il faut absolument que cette élection doit pouvoir permettre de s'exprimer de façon claire et de donner un avis clair sur la situation qui s'est passée sur ces 5 dernières années et sur la situation actuelle. Donc oui, j'invite tout le monde à pouvoir prendre le bulletin de vote et le mettre dans l'urne. Par contre, Sabrina, je me permets une petite réflexion, parce que je suis un peu bien placé pour le savoir. Jean-Luc Mélenchon, celui que tu soutiens, est député de Marseille, un des députés de Marseille. Oui. On le voit pas beaucoup sur le terrain. Hein. Pardon. Hein. Alors, les gens me le disent là-bas. Les gens me le disent. Non mais écoute, un député déjà, sa première tâche, c'est de faire des lois, de voter des lois. Oui, mais première tâche. Pas que. Première tâche. Ensuite, effectivement, il est donc représentatif d'une circonscription. Oui. D'accord ? Oui. Donc, oui. C'est pas la plus riche, hein, pardon. Hein. Alors, il a été quand même président du groupe parlementaire de la France Insoumise. Donc, ça lui rajoute encore du travail. Il a des commissions qui... Alors, je suis pas en train de le défendre. Non, mais là, Sabrina, non, mais je suis pas en train de le défendre. Je suis pas en train de le défendre. Attends, Kauter va te répondre, là. Oui, non, mais je suis pas en train de le défendre. Je sais ce qui se passe sur le terrain à Marseille, vu que mes amis y sont... Et j'apprécie beaucoup Marseille, j'ai énormément de familles là-bas, d'ailleurs je les salue. Oui. Mais voilà, après moi je suis pas en train de le défendre. Si les citoyens estiment qu'il n'était pas assez présent ou qu'il n'a pas fait de courrier, ou qu'il n'a pas fait de courrier approprié sur ce qu'il se passe, ou qu'à l'Assemblée il n'a pas rapporté les voix en fait de la circonscription, en fait il faut voir directement avec lui tout simplement. Kauter. Nous avons fait. Alors Jean-Luc, que je connais aussi personnellement, et j'ai voté pour lui, nous l'avons reçu sur le Vieux-Port en 2017, et il avait suscité un énorme espoir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus le voir ni par Névary, ni par quoi que ce soit. Il est député de ma circonscription, celle où j'habite, celle où je milite, et de la circonscription où se tient, malheureusement, physiquement, c'est le 3e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Oui. Et sur le combat du mal-logement, qui me prend moi au trip, parce que je rappelle que je suis née dans des bidonvilles et que voilà, mon combat premier ici, c'est le logement digne et l'école digne pour tous les enfants, parce que si on habite dans un taudis, et si l'école c'est un taudis aussi, c'est très compliqué de s'en sortir dans la vie, d'avoir accès à un métier, même si c'est un métier technique, etc., etc. Et que donc Jean-Luc, quand il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, il est venu faire le selfie, 8 morts, 8 innocents. D'accord ? Il est venu faire le selfie, sa déclaration en mairie de secteur, qui était tenue par la droite à l'époque, et après on l'a jamais revu. Et que vous voyez, si mon association existe, et que j'ai le rayonnement national que j'ai aujourd'hui, que je suis aux grandes gueules, et que je suis reçue par les ministres, et dans les cabinets ministériels, et dans les cabinets préfectoraux, c'est parce que Jean-Luc n'a pas fait son travail. Parce que vous savez, madame... Oui, non, mais à un moment donné, je peux pas laisser... Attends, laisse-la terminer, laisse-la terminer. Je vous ai pas coupé. Être d'opposition, c'est pas faire de la figuration. C'est se battre. Et si mon asso existe, c'est parce que Jean-Luc n'a pas fait son travail. Parce que Jean-Luc, il fait de la figuration, vous pensez que M. Mélenchon fait de la figuration. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi. C'est le seul qui se bat sur le... Madame, c'est le seul qui se bat à l'Assemblée. C'est le seul parlementaire. Mais attends, Christophe, moi, je peux pas entendre des trucs comme ça. Il n'a rien demandé. Et donc, si vous voulez, pour avoir un élu immobile qui fait que de la figuration et des déclarations, c'est gentil de Monsieur Mélenchon fait de la figuration et des déclarations. C'est ce qu'on va retenir de votre propos, alors, Kauter, Sabrina répond, mais parlez pas en même temps, il faut s'écouter un peu dans la vie. Non, je peux pas. Je sais que t'as écouté, Kauter. Je ne peux pas, mais je ne peux pas laisser dire ça. C'est normal, tu peux pas laisser dire ça. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait de la figuration sur les 5 dernières années. Combien de lois il a déposé, combien de projets de loi il a déposé. On te parle de sa circonscription là-bas. Mais écoute, moi je te parle d'un homme qui est député de la République. Alors j'entends bien qu'il y a eu des bâtiments qui se sont écroulés. Maintenant, c'est aussi à cause de lui. C'est à cause de lui que la politique du logement... Mais attends, à un moment donné, un seul homme député ne peut pas gérer, ne peut pas poser sur la table toutes les problématiques de la France. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai pas pris beaucoup de place pendant quelques minutes. Oui, mais ça va, on t'a aussi entendu tout à l'heure. Vas-y. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, on parle de misère sociale et je comprends pas Kauter par rapport à ces questions-là, puisqu'évidemment, les gens dans les bidonvilles vivaient mal. Maintenant, il faut être honnête sur un point. Je pense, et je comprends sa colère, et je vais même pas l'interroger là-dessus, vu les poubelles que sont les quartiers nord, il faut être honnête. J'y suis allé, franchement, c'est le coin qu'on n'a pas envie de visiter.
Mais il se trouve, et c'est là où je modérerai peut-être le propos, si je peux me permettre, que malgré tout, M. Mélenchon n'est pas au pouvoir, que malgré tout, même s'il est venu faire la photo selfie, ce qui est normal, hein, absolu, il n'est pas au pouvoir, il n'a pas ni les budgets, ni les moyens de pression, ni la politique de la ville, il n'est que député. Et député, il faut être très clair, c'est juste une assemblée pour voter des lois, ni plus ni moins. Donc si on doit taper fort dans la région, il faudrait faire en sorte d'agréger des gens comme Mélenchon et d'autres pour faire pression sur ceux qui ont la décision économique. Et c'est là qu'il faudrait poser la question. Alors Kauter, oui, je peux répondre. Bien sûr. Comment vous expliquer que moi, qui étais à l'époque au RSA Santé depuis 12 ans parce que j'avais d'énormes problèmes de santé, que je sortais de 28 hospitalisations et opérations, dont les soins intensifs, le coma, etc., j'ai réussi, avec d'autres collectifs et associations, à mettre tout le monde autour de la table, du ministre jusqu'au préfet et la mairie qui était à l'époque en charge, donc la mairie de droite, et que nous avons réussi à imposer un déblocage d'argent public, que nous avons réussi à imposer la charte de relogement signée par le ministère du Logement à la préfecture et la mairie, etc., etc. Comment vous expliquez que nous, de chez nous, nous arrivions à impliquer sur une politique publique en matière de logement et qu'un député ne puisse pas se mettre autour de la table et ce n'est pas possible. Et convoquer ce que nous avons convoqué en tant que citoyens lambda. Gamal, réponds vite et on rappelle le... Très rapidement. Oui. Je vous l'explique parce que vous avez fait quelque chose que le peuple devrait faire et c'est là où je vous en félicite. Vous avez créé un rapport de force. Or, le politique, lui, ne peut pas créer ce rapport de force, il n'est pas élu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si son assise populaire est faible, il ne fera rien. Vous avez réussi parce que vous étiez déterminé et que vous aviez un pouvoir légitime, celui du peuple. Donc il faut faire une différence entre un politique seul, ils sont combien à l'Assemblée? Ils sont pas nombreux. Hein. Ils sont 17. Voilà, donc ils valent rien, faut être honnête. Hein. Aujourd'hui, ils valent rien. Et vous qui avez créé un rapport de force avec des collectifs. Et je vous félicite parce que c'est difficile, mais c'est pas évident. Madame, c'est très bien. Moi, je suis en 200% avec vous sur ce sujet-là. Mais n'allez pas montrer du doigt une personne qui ne peut pas. Je dis ça simplement. Je dis que on ne peut pas montrer une personne du doigt, un député qui n'a absolument pas le pouvoir de faire bouger autant que le peuple, autant que les collectifs, que les associations. Il faut être honnête aussi. Vous savez, avant qu'on ait M. Mélenchon, nous avions M. Patrick Mennucci qui était issu du PS. Oui. Alors j'ai mené des combats politiques contre le PS et contre Patrick Mennucci, etc. Sauf que je peux pas enlever à Patrick que lui recevait les personnes de manière hebdomadaire, lui-même, pas comme assistant parlementaire, et qu'il avait un rapport au peuple. Et que M. Mélenchon, je suis désolée de le dire, encore une fois, j'ai fait partie des personnes qui l'ont accueilli ici, qui ont cru en lui, qui ont voté pour lui, qui l'ont porté à bout de bras pour être élu. Je suis désolée, nous sommes totalement déçus parce qu'il est inaccessible à la population. Madame Praotin, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est important. Je tiens à vous le rappeler parce que moi, je suis pas du tout la France. Non, même toi, tu as un truc que tu n'as pas oublié. C'est la pub. Alors, ne quittez pas, ma Kauter, on revient dans un instant. Et puis, on va pas faire le procès de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on a dit ce qu'on a fait, ce qu'il a fait. Kauter a son avis, vous avez le vôtre. Elle vit sur le terrain à Marseille, d'accord, ce qui n'est pas votre cas. Donc c'est quand même important aussi de l'écouter. Et dans un instant, on rappellera donc l'événement important, parce que c'est ça qui nous parle, c'est la citoyenneté, c'est l'engagement, c'est l'incitation au vote. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 tous les jours, votre émission de référence. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h sur une seule et unique radio France Maghreb 2. Ici, on refait l'actualité à notre manière et sans langue de bois, s'il vous plaît, avec aujourd'hui autour de cette table Sabrina Nouri, avec Gamal Abina, avec Ali, directeur commercial, qui est notre invité, Kauter Ben Mohamed de Marseille en colère, pour nous parler de cet événement. Et j'aimerais qu'on y revienne justement concernant cet événement que vous organisez, Kauter, ce mercredi après-midi. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez eu le maire, monsieur Payan, au téléphone ce matin. Est-ce qu'on a la certitude qu'il va y avoir une personne assermentée pour justement aider, accompagner et inscrire sur les listes électorales une personne assermentée donc de la mairie de Marseille ou pas? Est-ce que à cette heure-ci vous avez la certitude ou pas de sa présence? Absolument pas. Je viens d'ailleurs pendant la pub de lui envoyer un SMS sur son portable personnel. Donc j'ai insisté. Il avait l'air attentif. Bon, il y a des urgences aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Donc il avait une réunion sur l'Ukraine ce matin parce que Marseille s'organise pour envoyer des convois humanitaires et ça je le salue et c'est tout à fait normal. Sauf que comme je l'ai dit vendredi lors de mon émission sur RMC Story, ok, il y a la guerre, mais nous ne devons pas non plus arrêter de travailler dans notre pays et faire arrêter nos institutions parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc nous avons une date butoir qui est celle du 4 mars pour le dépôt des candidatures à la présidentielle, mais aussi pour
l'inscription sur la liste électorale. Et dans la deuxième ville de France, quand on va à atteindre, y compris sur le 2-3, c'est le secteur où a été élu Benoît Payan lors des municipales dernières, lorsqu'on atteint 88% d'abstention, il est urgent, au-delà des campagnes d'affichage financées par la mairie qui invitent les Marseillais à s'inscrire, autour d'un moment festif et ludique, avec encore une fois des éducateurs, des sportifs de haut niveau, des personnes issues du monde de la culture à Marseille, des jeunes qui ont réussi, notamment Kamel Kadri, qui est un acteur qui a joué dans Corniche, Kennedy, etc. Toute cette jeunesse qui est engagée, des éducateurs et ce monde de l'économie qui va venir rencontrer les jeunes, il est important d'avoir un agent. Je l'ai fait sur d'autres villes. Je suis allée à Villeurbanne il y a 15 jours, où toutes les villes ont joué le jeu et nous ont mis un agent assermenté pour pouvoir tout de suite inscrire les personnes qui seront munies, je le rappelle, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, ce qui ne me semble pas être un problème parce qu'aujourd'hui tout le monde a accès à sa facture de téléphone via Internet. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il y aura des jeux, il y aura des débats, il y aura un moment citoyen. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut de très festif et d'accessible. Les gens ne sont pas obligés de s'inscrire s'ils ne sont pas persuadés après le débat et l'échange, parce que moi j'invite d'abord à un moment d'échange et de débat et ensuite, dans un deuxième temps, à s'inscrire sur la liste électorale. Et il serait très très malvenu que Benoît Payan, notre maire, ne mette pas à disposition d'agents assermentés, sachant que lorsque j'ai demandé le concours du conseil départemental via la mise à disposition de matériel et notamment d'un car podium, je suis forcée de constater que les services de Martine Vassal m'ont immédiatement répondu, qu'ils m'ont envoyé une convention de partenariat et que nous aurons bien un car podium qui sera présent pour animer cette manifestation. Donc je ne vois pas comment, encore une fois, Benoît ne répondrait pas à cette requête qui est non seulement légitime, mais essentielle pour faire vivre la démocratie et essentielle aussi, moi je le rappelle, j'ai eu M. Jadot il y a un peu plus d'une semaine en face de moi au Grand Gueule. La jeunesse des quartiers populaires, c'est pas à un moment donné qu'un logiciel de communication pour les élections. Jadot, il est occupé à autre chose, il va prendre des armes. La place, réellement, dans la vie politique de leur quartier et de leur ville. Il y a une chose qu'on peut ajouter. Oui, Gamal. Pour juste modérer. Moi, je suis pas la France insoumise du tout. Donc, on s'en fout de la France insoumise, ça y est là. Non, mais c'est important de le rappeler. Les critiques, je les entends parce qu'évidemment, tous les citoyens voudraient que les élus soient là. Le problème de monsieur Mélenchon, c'est qu'il est chef de parti aussi. Donc c'est très compliqué de se diviser. Donc je pense qu'à sa décharge... Si t'es pas capable d'assumer tes responsabilités, non, tu n'y briques pas. Non, Christophe, c'est pas de responsabilité dans le local, c'est difficile. Ça, c'est un travail qui doit être fait par des acteurs sociaux, des acteurs politiques locaux. C'est difficile quand on a un rang national de venir au local. Et effectivement, c'est vrai que on peut être déçu, mais ça se comprend qu'il ne puisse pas se splitter dans tous les sens. C'est pas possible. Ouais, en tout cas, là il s'agit... Nous avons d'autres députés à Marseille. Il est chef de parti. En Marche, qui reçoit la population. Nous avons que M. Mélenchon, le Dieu tout-puissant, qui reçoit personne. Non, il est chef de parti. Et alors, Gamal, arrête de dire ça. Est-ce que sa suppléante, vous voyez ce que je veux dire? La suppléante, je suis d'accord. Voilà. De Jean-Luc, dont je me fous complètement. Je suis là pour inviter les citoyens qui sont mal inscrits, qui représentaient en 2017 déjà 7,6 millions de personnes qui ne peuvent pas voter parce qu'elles ont déménagé, qu'elles ont passé leur changement d'adresse. Et les jeunes, non pas ceux de 18 ans qui sont aujourd'hui automatiquement inscrits, mais les jeunes qui sont âgés de plus de 20 ans, qui représentent, je crois, 59% d'entre 25 et 29 ans de cette tranche d'âge qui sont mal inscrits ou pas inscrits sur les listes électorales. Et moi, je m'adresse à cette jeunesse en leur disant, vous avez le droit de vous exprimer. Votre voix compte au sens propre, au sens figuré, et vous avez aussi des compétences, des expertises et des ambitions pour votre quartier, pour votre rue, pour votre ville, que nous devons entendre. Et nous, la génération, la mienne de 40-45 ans, nous devons accompagner cette jeunesse qui est en défiance totale, encore une fois, non pas qu'avec la politique, mais avec nos institutions, avec notre police, avec tout ce qui peut représenter l'État ou une autorité, pour s'engager dans la vie politique. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les enfants de bobos qui soient actifs et représentatifs et représentés surtout dans la vie politique. Les enfants des quartiers populaires ont aussi des talents, même s'ils sont en échec scolaire, ils peuvent très bien réussir par d'autres voies que la scolarité, professionnellement, sportivement, et souvent le sportif amène à monter une entreprise aussi dans le secteur qu'on a choisi initialement, et politiquement, il y a plein de minots qui ont plein d'idées, il faut juste leur laisser la place, et notre travail c'est de les accompagner pour qu'ils aient leur place. Et il faut aussi, vous savez, il y a une espèce de plafond de verre où, moi je le vois avec mon fils, il a 11 ans, quand il est rentré au conservatoire de musique, tout le monde était choqué que Ben Mohamed Aïdan soit au conservatoire de musique. Tout le monde était choqué que Ben Mohamed Aïdan, et y compris chez les nôtres, entre guillemets, fasse du saxophone. C'est pas un truc pour nous, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce plafond de verre, il faut le faire péter. Il faut que les minots s'autorisent à se dire, j'ai le droit de faire de la politique moi aussi. J'ai des compétences. Je parle pas tout à fait le même langage. J'ai pas tout à fait les mêmes codes, mais j'ai des idées pour ma ville. J'ai des idées pour ma vie et je peux les mettre en place
donne les moyens si on m'accompagne. Et c'est aussi ça notre rôle. Voilà, je peux rien dire de plus. Ali, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui me choque dans cette histoire, c'est quand même la mairie de Marseille qui traîne des pieds là pour fournir une personne assermentée pour cet événement quand même. C'est assez surprenant quand même cette histoire. Ali. Oui, c'est vrai que ça a l'air quand même relativement paradoxal. Mais Madame Kauter, vous héritiez quand même d'une situation qui date pas d'il y a 5 ans, 10 ans. Donc, vous savez, pour pouvoir faire évoluer toutes ces mentalités, vous avez raison. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que là, j'ai l'impression que vous attaquez comme à un ogre. Voilà, les jeunes, faut qu'ils impliquent la politique, c'est important. Restez là, je pense qu'effectivement, sur les élections, les présidentielles, c'est important. Sensibiliser les gens, c'est fondamental. Et comme vous l'avez dit, un slogan, dire aux gens d'agir. Et je pense qu'effectivement, à mon avis, ce discours positif va être audible auprès des jeunes. N'attendez pas forcément toujours, comme vous l'avez dit, auprès de la mairie. C'est vrai que malheureusement, il y a des gens... C'est un minimum, Ali. Je sais bien. Mais je parlais de la mairie du maire. L'agent assermenté, ça, effectivement, c'est effectivement le rapport de force. Et c'est tout à fait scandaleux. Mais vous savez, Madame Kauter, là, quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de mettre en lumière avec un halogène à 3000 watts toute l'incompétence des dirigeants de Marseille depuis des décennies, et chose qu'on peut trouver aussi dans d'autres villes. Donc vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas trop quand on met en avant leur incompétence. Donc vous avez raison, motivez les jeunes, et normalement, je pense qu'effectivement, vous devrez effectivement réussir avec tout le monde, bien entendu. Et on rappelle, c'est ce mercredi. Si je peux me permettre, Monsieur Ali. Oui. Moi, je me fous complètement des égos de chacun. Je n'ai jamais été encarté et syndiqué, et mon seul parti, moi, à Marseille et ailleurs, c'est les citoyens lambda qui sont confrontés à une difficulté. Et donc, au niveau local, mon parti, c'est Marseille. Et au niveau national, c'est la France. Et au niveau du monde, c'est l'humanité. Et que donc, vous savez, M. Payan, il ne sort pas de nulle part. M. Godet ne sort pas de nulle part. On n'a qu'une école ici à Marseille, c'est l'école de Defer. Tout le monde oublie, à juste titre, malheureusement, que M. Godin était adjoint à l'urbanisme de M. Defer. Et qu'il n'y a qu'un seul procès, c'est celui de M. Defer. Godin en a hérité, M. Godin en a hérité, M. Guérigny en a hérité, et leurs héritiers respectifs en ont hérité. Et moi, vous savez, effectivement, on hérite d'un système qui est vieux. Et c'est très difficile de déboulonner. Vous savez, je dis toujours, au sens propre, au sens figuré, nous sommes en train, nous, citoyens engagés à Marseille et ailleurs, parce qu'on n'a pas l'exclusivité des misères et des corruptions, d'arracher les mauvaises herbes avec nos propres mains, parce qu'on n'a pas les moyens des partis politiques et des syndicats. Et que ça, c'est un travail nécessaire pour débarrasser la population des mauvaises herbes, au sens propre, au sens figuré, encore une fois, de travailler la terre et de semer les graines du travail, de l'espoir, de la persévérance, de l'abnégation, du courage, et encore du travail et encore du travail. Et c'est comme ça que notre jeunesse va réussir. Et nous avons, nous, même s'il y a eu quelques corrompus des deux côtés, à chaque fois, à chaque génération, le devoir de les accompagner et de ne pas se baser sur ce qui a été négatif. Moi, tout ce qui me fait avancer, c'est ce qu'on peut faire de positif aujourd'hui et demain pour ceux qui en ont besoin, pour nous tous et pour les plus vulnérables d'entre nous, en particulier ceux qui ont eu un accident de parcours, parce que ça arrive à tout le monde, de perdre son travail, d'avoir un décès, de faire une dépression nerveuse, d'avoir un problème de santé, j'ai moi-même subi, etc., etc. Et les personnes âgées qui vivent aujourd'hui dans une indignité absolue parce que les retraites ne sont pas assez bonnes. Après, c'est un discours politique qui a peut-être pas sa place ici aujourd'hui, mais ça part aussi de l'engagement de chacun d'entre nous. Vous savez, on fait tous de la politique. Quand on va acheter des aliments au commerce de proximité, des vêtements au commerce de proximité, c'est aussi un acte politique. Quand on aide les personnes, qu'on fait des maraudes tous les soirs parce que les personnes dorment dans la rue, c'est aussi un acte politique. Et des défaillances des politiques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Sauf que moi, je veux me concentrer sur ce qu'on peut faire ensemble et qu'effectivement, c'est pas que j'attends après M. Payan. C'est que j'ai tout organisé sans M. Payan et sans Mme Vassal. Sauf qu'à un moment donné, au niveau logistique et au niveau de la loi, j'ai besoin de leurs compétences et ils ne me rendent pas service à moi. C'est leur devoir. Ces gens-là ont un mandat d'élu et ils sont obligés de répondre aux sollicitations des Marseillais, surtout quand elles sont aussi essentielles que celles-là, pour toutes les personnes, celles qui ont voté pour eux, celles qui n'ont pas voté tout court, et celles qui n'ont pas voté pour eux aussi. Quand on est on a un élu après quand on est élu, on a un mandat pour tout le peuple, et pas que pour sa caste. Rendez-vous donc ce mercredi, donc c'est sur la Canebière, hein, c'est ça, Kauter? C'est ça, sur le bas de la Canebière, au niveau de la place Charles de Gaulle et de la CCI. Et rendez-vous donc à partir de 14h, et bravo à toi. Kauter, la prochaine fois que tu viens, ça sera en studio, je veux te voir. Pas de problème, ça sera volontiers. Bon, je t'embrasse en tout cas et bravo. Merci, bravo. Tous, merci à À bientôt, on a besoin des gens comme toi, ma Kauter, bravo. Merci Christophe. À très vite, je t'embrasse. Vraiment, j'aime beaucoup cette Kauter Ben Mohamed, j'aime beaucoup. Voilà. Non, parce que ils sont tellement rares ces gens-là, tu vois. Elle, c'est avec la niaque, hein. Elle calcule pas, elle a pas de calcul politique, tout ça. Je la connais un petit peu. Je peux vous dire vraiment, elle a mis sa vie entre parenthèses.
Elle milite énormément. Et voilà, tout le monde pourra le dire, ceux qui connaissent un peu Marseille. Elle a un tempérament, une vraie Marseillaise pour le coup, tu vois. Elle se laisse pas faire et c'est très bien. Bravo en tout cas elle pour cette belle initiative. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout le monde aussi, à l'échelle locale, dans son département, dans sa ville, on peut le faire. Chacun peut se mobiliser, peut organiser des opérations de la sorte. Ça suffit, l'abstention. L'abstention, ça fait gagner moi, Macron. L'abstention, ça fait gagner. Juste une petite initiative que moi j'aurais lancée au niveau national. Oui. Moi, je pense qu'il serait intéressant de regrouper tous nos parents ou nos grands-parents qui sont arrivés à l'époque dans les années 50-60 en France, qui ont vécu dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles, qui ne parlaient pas forcément le français, qui à l'époque auraient bien voulu voter. Et je pense que pour être reconnaissant à leur égard et tout ce qu'ils ont fait pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, je pense que ces parents-là, avec leurs paroles de sagesse, à les écouter aujourd'hui, dire aux gens de voter, c'est même plus un droit, c'est une aubaine et c'est plus qu'un devoir. Voilà. C'est clair, je suis d'accord avec toi. On va... C'est bien les mecs, hein. J'ai une petite news. Heureusement que je compte sur vous. Non, parce qu'il était un petit peu perturbé, il savait pas qu'il devait s'arrêter. Ouais. J'ai une petite news pour information. Stéphanie Demuru, donc... c'est qui ça? Stéphanie Demuru, c'est la journaliste vedette de RT France. Ah oui, d'accord, oui. Elle vient de donner sa démission parce que... Pourquoi? Pas parce que la chaîne pose problème en termes politiques, c'est parce que la ligne rouge pour elle, c'était qu'il y ait une guerre entre la Russie et un pays européen. Donc elle a dit que tout se passait très bien dans la chaîne, mais que ce problème de conscience est imposé à elle, tout simplement. Comme Frédéric Tadei. Pareil. Tadei, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait, voilà. Absolument. Elle a démissionné, ce qui est beaucoup plus fort. Bon, en tout cas, je pense que peu importe son choix, l'Europe est un problème. Mais c'est une bonne journaliste. Non, c'est une très bonne journaliste. Par contre, je ne suis pas forcément content de cette décision-là. Moi non plus, mais bon, après... Pas content de cette décision-là, parce qu'on est quand même dans un pays d'information, on est quand même obligé d'avoir une information qui soit plus réaliste. Absolument. Et on est assez mature. Et je pense, d'ailleurs on en parlait pendant le Covid, on disait qu'on était assez mature. Moi aujourd'hui, quand j'écoute une information, quand je vais écouter CNews, plutôt Z-News, ou que je vais écouter BFM ou RT, je pense que je suis capable effectivement de dénigrer le faux du vrai. Voilà. Alors on accueille un auditeur qui est avec nous, 01 40 33 9 p. J'ai pas retenu son prénom, pardon. Driss de Paris. Driss de Paris, comment ça va mon Driss? Bonjour, ça va. Moi je voulais juste que tu passes un petit message de temps en temps par rapport aux élections. Pour les jeunes, il faut qu'ils sachent une chose, qu'ils vérifient qui vote et qui ne vote pas. C'est-à-dire même si il n'y a personne qui vous représente ou quoi que ce soit, mais allez voter. Comme ça, ils éviteront de nous cracher à la figure à chaque fois. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. T'as même eu les bravos de Sabrina Nouri. Voilà. Comment? J'ai dit, t'as même eu le bravo de Sabrina Nouri, donc formidable. Non, mais c'est vrai, parce que voilà, il faut faire passer ce message-là aux jeunes, allez voter. Bon, s'il y a personne qui vous représente, mais allez voter. Et comme ça, au moins, votre nom sera inscrit sur les votants. Comme ça, on évitera qu'on nous crache à la figure à chaque fois. Ouais. Tant qu'ils ne verront pas des Mohamed, des Abdel, ils continueront. Donc votez, inscrivez-vous et votez. Rien à rajouter. Merci mon Driss, merci beaucoup. Merci. 01 40 33 9. Moi, franchement, je vous le dis sincèrement, ça fait à peu près une vingtaine d'années voire un peu plus que je fais ce genre d'émission ici et ailleurs. Et je constate quand même une certaine maturité chez beaucoup de gens. Et ça fait plaisir à voir et à entendre. Je vous le dis, sincèrement. Oui, c'est clair. Voilà, il y a eu une maturité politique, il y a une maturité aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, les responsables des différentes radios, qu'elles soient communautaires ou autres, n'ont peut-être pas su prendre le virage qu'il fallait. Parce que justement, aujourd'hui, à l'époque, il y a 20 ans, l'auditeur, si tu veux, qui s'appelait Mohamed, il voulait écouter la radio maghrébine pour se retrouver un peu chez lui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est capable de venir, s'il y a un truc qui ne le plaît pas, il se barre. Il va ailleurs et il se sent parfaitement intégré puisqu'il peut aller chez RMC, chez IFM et France Maghreb. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui était moins le cas il y a 20 ans. Par contre, une chose très très grave qu'il faut rajouter quand même, un coup de gueule qui ne serait pas inintéressant, c'est ce qui se passe à la frontière polonaise par rapport aux réfugiés. On assiste à des séquences de racisme ignoble par rapport aux réfugiés d'origine africaine qui ont évacué l'Ukraine. Les pays africains sont très en colère d'ailleurs. Oui, mais il y a de quoi. Les Polonais ont fait, vous vous rendez compte, ça rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale, on fait le tri à la frontière pour refuser les Noirs qui viennent d'Ukraine, au motif qu'ils ne seraient pas ukrainiens ou qu'ils ne viendraient pas d'Ukraine. Là, on est vraiment tombé dans un racisme décomplexé qui en est à vomir. Moi, j'ai envie de me poser la question de savoir pourquoi personne ne regarde la Pologne, ne la juge pas, sachant qu'il est à la tête du pouvoir polonais, évidemment. Houssen est avec nous, 01 40 33 9000 avant qu'on enlève le masque. Bonsoir Houssen.
Et bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et un coucou à Gamal Abida, j'aime bien. Merci. Et en fait, moi j'ai une inquiétude concernant cette histoire de conflit, parce que j'ai cru entendre que la Fédération internationale a mis des sanctions au niveau des sportifs russes. Exact. Et alors moi, on prévoit justement j'ai cru entendre que le sport était facteur de... Tu as raison, Hussein. Ouais. En fait, on veut écarter la Russie du mondial au Qatar, je vous le dis. Hein. Ils ont politisé le sport, ce qui est intolérable. Tout commence à être politisé, ça commence sincèrement à m'inquiéter. Oui, tu as raison, Hussein. On s'étonne maintenant que certaines personnes crient au complot, voilà. Ouais, tu as raison, Hussein. Merci d'avoir précisé, c'est important. Ouais, d'ailleurs, il y a même des équipes qui refusent, dans le cadre des qualifications, de jouer contre la Russie. Ouais, même les volleyeuses françaises refusent de jouer, d'affronter. C'est une honte totale. C'est intolérable. Je veux dire, là, il y a quand même des choses incroyables. C'est quand même l'Europe qui a organisé les Jeux Olympiques chez Hitler à l'époque, je le rappelle. Hein. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils nous refont le même scénario. Je vous annonce un truc qui ne va pas vous surprendre. Le rideau de fer est de retour. Ils nous font le même scénario qu'en 84 pour les Jeux Olympiques aux États-Unis. Ils font à chaque fois ces coups de crasse, ils instrumentalisent le sport. Dans un instant, les masques. Terminé. Le masque. Au cinéma, en tout cas. Au restaurant aussi. Mais pas que, à tout de suite. Ouais, je suis assez surpris, il n'y a plus de pub dans cette radio. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la chute ou quoi là? Bon, Gamal Abida il est là, Sabrina Nouri aussi, et Ali aussi. Alors messieurs, dames, on va changer un peu de sujet parce qu'on n'en parle plus dans les médias. Et pour autant, aujourd'hui est une date importante, en ce 28 février. Terminer le masque dans quelques endroits. Alors je voulais vous donner quelques chiffres quand même. Les cas positifs au Covid-19 sont largement en baisse de 30% en une semaine. Merci. Les admissions également à l'hôpital en baisse de 25%, et ce là aussi en une semaine. Les indicateurs de l'épidémie du Covid-19 chutent, et ce depuis des semaines en France. C'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement, peut-être, a annoncé donc de nouvelles mesures à partir d'aujourd'hui, de ce lundi 28 février. Fin du masque dans les lieux justement soumis au pass vaccinal. Par exemple le cinéma, par exemple le théâtre, par exemple le restaurant, sauf dans les transports en commun, les transports de longue durée, et dans les magasins, et évidemment à l'hôpital. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on n'a pas été assez loin? Est-ce que ça y est, il faut enlever des masques partout et reprendre une vie normale? Sabrina Nouri. Bah écoute... Oui, j'écoute. Je suis attentif. C'est compliqué. J'écoute. Non, mais parce que je suis en train de me rappeler en fait toutes nos émissions à laquelle on était en train de débattre sur ces sujets-là. Le masque, pas le masque, le vaccin, pas le vaccin, bref. Bon, là, on arrive quand même à un moment où effectivement la guerre en Ukraine et en Russie a mis un petit peu de l'ombre sur la Covid-19. Quoi qu'il en soit, les chiffres n'arrêtent pas de baisser, c'est un bon signe. Oui. Donc effectivement, les restrictions se lèvent. Ouais. Maintenant, est-ce que le masque, pas le masque? Moi, je pense que malgré tout, les causes des pandémies ne sont pas du tout traitées. Les causes pandémiques, c'est le réchauffement climatique, par exemple. C'est les fermes des animaux, tu sais, à 1000 vaches, etc. Tu vois. Et donc là, on n'est pas du tout allé sur les causes des pandémies. Et là, on est en train de nous dire, c'est bon, vous allez commencer tout doucement à retrouver votre liberté. Donc, enlevez les masques, faites-vous des bisous. À 10 jours du premier tour des élections présidentielles, on nous annonce que peut-être le pass vaccinal sera levé, etc., etc., etc. Non. En fait, il faut garder les gestes barrières. Et il y a énormément de personnes qui ne retireront pas le masque parce qu'elles souhaitent continuer à agir sur les gestes barrières, même les renforcer, etc. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait demain. Cette société-là dont tu veux, Sabrina, c'est que chacun se masque, c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut respecter. Mais je sais bien. Mais tant que les causes des pandémies ne sont pas traitées, nous allons encore avoir d'autres pandémies. Faut l'entendre, faut l'accepter. Donc aujourd'hui, il faut se préparer à ce type de situation. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Il va y en avoir d'autres. Je suis désolée. Je suis un peu pessimiste ce soir, mais c'est la vérité. Donc ouvrir tout ça, redonner les vannes à tout le monde.
ça risque de faire mal dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, on nous a menti depuis le départ et qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, c'est bon, on va vous donner la liberté, allez-y, faites ce que vous voulez. Ok, mais attention, je mets quand même un petit bémol. C'est pas avec les gestes barrières qu'on va repeupler la planète, je vous le dis tout de suite. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut quand même se rapprocher un peu. Repeupler la planète, c'est-à-dire se faire des bébés, des enfants. Ouais, non mais vas-y Christophe, là tu vas à l'extrême. Là, je te parle pas de ça. Mais moi j'en ai marre de cette société. Mais tu vois, aujourd'hui, le rapport du GIEC est sorti pour le réchauffement climatique. On n'en parle pas vraiment. C'est une information capitale et importante. J'ai pas l'impression que les pouvoirs politiques ne s'en soucient vraiment. Puisque Macron, c'est clair que pendant 5 ans, il a rien fait pour le changement climatique. Il nous a leurré avec la Convention citoyenne pour le climat, qu'il a pas du tout respecté, qu'il a balayé d'un revers de main. On en est loin encore. Qu'est-ce que tu veux qu'il passe avec Benalla et les gilets jaunes et maintenant la Covid-19 sincèrement, il n'a pas eu trop le temps non plus. Faut pas. Voilà. Mais c'est une priorité. Moi, je suis désolée. Le réchauffement climatique, c'est demain. Le réchauffement climatique, ça l'est déjà encore aujourd'hui. Vous avez qu'à lire le rapport du GIEC. Ok, très bien. Plombage ambiance. Ali. Vas-y, Gamal, tu voulais peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Non, juste pour déplomber l'ambiance, je vais commencer par un truc qui va le plomber. Aux États-Unis, où c'est un pays qui malheureusement pratique à 200% la politique anti-vax, puisqu'il y a un cinglé qui vient d'Angleterre qui leur a vendu ça, il y a quelques années, c'est pas d'hier. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a un rythme de mort quotidien de 3000 personnes. Voilà ce que sont les États-Unis. C'est une véritable hécatombe. On est à 875 000 morts, bientôt 1 million de morts, 1/300 de la population. Donc aux États-Unis, effectivement, on n'est pas à savoir s'il y a des gestes barrières, puisqu'ils n'ont pas appliqué les principes de vaccination de masse. On est à savoir si le pays est viable économiquement et surtout si la population, finalement, s'il n'y aura pas 1 million de morts sous peu. Et concernant le discours de Sabrina, j'entends ce qu'elle dit, mais je ne crois pas ce qu'elle dit. Alors j'entends ce qu'elle dit pour ce qui concerne le fait que, effectivement, réchauffement climatique, ça a des conséquences durables sur la planète par rapport à des catastrophes. Par contre, je ne l'entends pas sur la pandémie. Les pandémies, ça arrive, pas à l'échelle planétaire, c'est très rare, c'est arrivé 2 fois depuis un siècle. La grippe espagnole, le Covid. D'autres pandémies ont existé, mais c'est très localisé. On prend l'exemple, par exemple, l'exemple, par exemple, de Ebola, ça a été circonscrit dans 3-4 pays d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc, il ne faut pas paniquer. La pandémie, c'est pas une pandémie d'ailleurs, c'est une épidémie. Une épidémie locale n'est pas une pandémie. Une pandémie, c'est mondial. On a assisté à ça 2 fois dans ce siècle et une fois au siècle d'avant, en 1850, avec la peste noire. Donc, c'est pas la peine de paniquer à tous les étages. Cette pandémie a été vaincue avec les armes dont on avait besoin, à savoir vaccination et gestes barrières. Ouais. Maintenant, il faut commencer à anticiper non pas des prochaines pandémies, mais effectivement lutter contre le réchauffement climatique, et là je la rejoins. Très bien. Ali? Je pense qu'on est dans le planning du président de la République. Pour faire tomber le masque? Je pense qu'on peut faire tomber le masque. Partout? Oui, moi, sincèrement, je pense que... Par contre, il y a quand même des gens, regarde, même si on leur dit de ne pas porter le masque, des personnes un peu âgées ou des personnes qui se sentent malades, bien sûr, pour se rassurer, ils continuent à le porter. Donc moi, je suis toujours pour d'ailleurs. Moi, je suis toujours, d'ailleurs, quand tu écoutais un peu le discours du ministre de la Santé vers la fin, ou même le président... Lequel discours? Parce qu'il change de discours. Ouais, il change, comment il s'appelle, le monsieur... le patron de la Delfrécy, il avait dit quand même qu'il fallait faire appel à la responsabilité des gens. Ouais. Donc on va l'écouter. Donc les gens sont assez responsables. Je pense qu'effectivement il y a des gens malades qui regardent Sabrina qui est très classe aujourd'hui. Elle est venue avec un masque alors que nous on est sans masque. Vous avez vu, donc c'est plutôt bien. Donc je pense que le masque on peut arrêter. La seule chose qui est assez rigolote, c'est que quand on voit les chaînes d'infos aujourd'hui, on n'entend plus une donnée, mais plus une donnée chiffrée. Ouais. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'avant c'était Capital, Vital. Non, Capital, c'est hier soir sur M6. Il a une bonne semaine là. Aujourd'hui, on n'a même plus absolument une donnée. On n'entend parler que Poutine. De Poutine. C'est la donnée, c'est Poutine en ce moment. C'est coronavirus. C'est le nouveau variant. Non, coronavirus. RU2S. Virus. Ah, joli. Bravo. Jamel, salut mon Jamel. Tu fais tomber le masque ou pas, Jamel? Salut à toutes et tous. Est-ce que tu fais tomber le masque? Il m'a volé ma blague. Ouais. Chacun sa blague. Mais n'empêche, Poutine, 48 heures, on n'entend plus parler de Covid. C'est incroyable. C'est les vacances. Je me rappelle comme c'est la guerre. Faut pas. Qui allait sauver, mais. Mais bon. Moi, pour revenir, je vais revenir sur l'abandon du masque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner à la vie normale, entre guillemets, je dirais bien entre guillemets. Moi le premier. Moi, ce qui me fait peur, moi je le dis clairement, ce qui me fait peur, parce que je le vois aussi au boulot, comme tu sais, pour l'emploi. Tout le temps, Jamel. Tout le monde. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on abandonne totalement les gestes barrières
et qu'on reparte, qu'on reste encore dans le stop and go. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Et après, c'est une bonne nouvelle de ne plus avoir à mettre le masque partout, mais faut pas oublier qu'il y a des endroits... De toute façon, vous n'êtes tous jamais contents. Soit quand on vous le dit de l'enlever le masque, vous n'êtes pas content. Quand on vous dit de le garder, vous n'êtes pas content. Je ne sais pas ce que... De toute façon, ce peuple n'est jamais content. Voilà. Je vous le dis, je vous le dis. Mais qui supprime le pass vaccinal. Qui supprime quoi? Qui supprime l'extrême gauche. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Tiens. Allez, merci mon Jamel. On continue d'en parler, bien entendu, de ce masque, parce qu'on n'en parle plus d'une part. Donc il faut qu'on en parle, nous aussi. Il faut qu'on fasse notre boulot. Moi, je vous donnais des chiffres. Ils sont très concrets. C'est en baisse, clairement. Aujourd'hui, on fait quoi? Le pass vaccinal, on en fait quoi? Le masque, on en fait quoi? Est-ce qu'on continue? On arrête? On arrête le pass vaccinal. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Sabrina Nouri, avec Ali, avec Gamal Abina. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Est-ce qu'on en est d'ailleurs des pourparlers là, rapidement là? Il paraît qu'il devait y avoir des pourparlers à la frontière là. Alors bon, ils ont engagé les pourparlers pour en finir avec ce gouvernement pro-américain, c'est à peu près sûr, et pour en finir avec l'OTAN. Mais surtout, et ça c'est intéressant, je viens de lire un communiqué communiqué de presse de l'Elysée, qui vient d'annoncer, je rigole pas, c'est sérieux ce que je vous dis là. Il vient d'annoncer... Attends, faut mettre une musique de suspense quand même. C'est énorme. Attends, voilà, musique suspense. Communiqué à